Faire le plein d'actu gaming, e-sport, ciné, comics et culture geek, une seule solution. La Geek Nation 100% actu. Salut tout le monde. Salut. Coucou les gens. Et bonne année. Bonne année, bonne santé. Bonne année 2025. En espérant Qu'elle sera productive et qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez. qu'elle s'améliore surtout, qu'elle s'améliore. Parce qu'elle démarre mal l'année 2025. Ah, elle démarre pas génial, ouais. J'avoue. Ouais, si, il y a des bonnes nouvelles en 2025, en vrai. Pour l'instant, Pas de politique, on va pas faire de politique, mais ceux qui ont compris ont compris. Il y a eu des bonnes... On se réjouit jamais de la mort de personne, mais il y a quand même eu des bonnes alors il y a nouvelles. eu des morts, il y a eu un drama YouTube de plus. Tu parles de Villebrequin? Il y en a même un deuxième. Ah, j'ai pas le deuxième. J'en ai- Villebrequin, je l'ai parce que j'en là... ai aucun des deux, moi. Ah, regarde la vidéo, regarde le drama Villebrequin, tu vas voir comment on met en PLS un mec, mais turbo quoi. C'est un cas d'école. Il l'a turbo réglé le mec, j'ai jamais vu ça. Pff, magnifique. C'est le plus grand tailleur de pierre de l'histoire du cinéma. Ah, exactement. De l'histoire de YouTube. Ah, il l'a déraillé. Ok, tu me raconteras ça. Ouais, je te raconte. On fera un tour sur le drama tout à l'heure. Mais il y en a Ouais. eu un deuxième. Je n'ai plus les noms exacts des bonhommes, mais cette fois c'est bien pire. D'accord. Ah, il y en a deux, le C'est un deuxième. youtubeur aéronaval Ah non. qui est un ancien militaire, Ben oui, dans l'aéronaval, ça me semble logique. Bah Oui, non, c'est mais des qui- ingénieurs. qui pourrait être un spécialiste. C'est vrai Quoi. aussi. Mais il est militaire et pendant ses années de service, il aurait vendu des secrets à la Chine. Ah Oh Ah ouais, mais ça c'est pas du drama YouTube ça. Ah bah un peu, parce qu'il a mis dans la sauce tous ses petits copains youtubeurs qui se font plus ou moins embêtés par les services secrets. Ah merde, aujourd'hui. parce qu'il y a le chef Otaku aussi, il y a le drama du chef Otaku qui a commencé. C'est quoi ça? Il y en a beaucoup. Eh ben, le chef Otaku, en gros, a proposé un CDI à Petit Chef. Ouais. Petit Chef lui a dit va te faire foutre. Et ils se sont réglés sur YouTube, quoi. La base. D'accord, ok, parfait. Non, mais ils auraient dû faire une voiture à 1000 chevaux. Ça aurait résolu tous leurs problèmes. Ah non, bah non, parce que les deux autres, enfin, Pierre s'est fait régler parce que l'autre a racheté le multiplat d'un coup. Oui, enfin... Non mais moi, c'est un cas d'école. Oui, Ce que bah oui, Sylvain donc, a fait, c'est un cas d'école. il n'y a pas de parti pris à avoir, mais globalement, quand on regarde les deux vidéos, il y en a une qui est « Oh mon Dieu, il essaie de tout me prendre Mente. Christo de Mante. Mente. » Et l'autre qui fait Preuve à l'appui. Je vais te régler. Bouge pas. « J'ai la preuve qu'il ne pleure pas !» Sur mais- un tournage et- Top Gear, il utilise des cristaux de menthe. Et après, il refait un live Twitch, Pierre, où j'ai les preuves. Alors, je peux pas vous les montrer, mais je les ai. Ouais, bon. Regardez la feuille, scrivez, au revoir. Mais bon, les deux me font de la peine en fait, Oh. autant l'un que l'autre. Hein. Ouais, bah ouais. D'accord, ok, ben on verra ce que c'est. Tu m'expliqueras parce que Ouais, pas de Bon, on en reparlera Ouais. plus tard dans l'émission. Mais avant toute chose, on a peut-être quand même quelque chose à faire qui me semble Ouais. quand même Alors, on va essentiel. reparler du drama de l'émission de Noël. Ouais, ça me paraît, ça me paraît important. Alors, nous avions... Stop à la censure. Alors oui, mais ça justifie... Je suis Charlie. Stop à la censure. Alors, si j'avais mis tes passages, je pense que tu m'aurais fait pire que ça. Je préfère la censure à ça. Alors, mais Pas de souci. on tenait à s'excuser Ouais. de la qualité du son. Merveilleuse Ouais. émission. Dans l'absolu, On a tenté passé- quelque chose d'autre. Ouais, on a tenté quelque chose d'autre. C'est pas ce que vous méritiez, c'est parce que. Bah, On est déçus parce que c'était une belle émission, on Voilà. s'est bien amusé, il y avait beaucoup d'interactions. À la entre prochaine nous, fois, vous mais- mettrez les casques. Ah, c'est pas nous qui avons dit mettez Attends, pas c'est les casques. nous, hein, hein, gros, ouais, là, pour le coup. Je vous ai fait confiance, j'aurais pas dû. Ah, c'est pas à nous que t'as fait C'est pas à nous confiance. que t'as fait confiance, C'est au hein. troisième C'est larron. au hein. troisième larron. hein. Nous, on nous a dit c'est sans casque. Ok, bah vas-y, c'est sans casque. Ouais, J'avoue, Ok. je prends. Mais voilà, quoi qu'il en soit, Parce que sinon, ici, je veux juste pour remettre les choses on va dire en perspective, il y a un hypnothérapeute, un directeur de projet et un ingé son. C'est pas au directeur Alors. de projet et à l'hypnothérapeute qu'il faut demander s'il faut mettre les casques Un ou pas. réalisateur et technicien audiovisuel. Voilà. Aussi, encore pire. Excuse-moi, C'est mon encore grand pire. seigneur. Excusez-moi, grand Oui, seigneur. Mais avant tout, je suis un être humain. Je peux faire des erreurs. Non, mais ça, il n'y a pas de problème. Non, mais mais voilà, en revanche, on Ça arrive. s'excuse. Désolé. Mais quoi qu'il en soit, On vous quoi a qu'il fait en soit, subir ouais. ce jour-là. Quoi qu'il en soit, on tient à s'excuser de la qualité du truc. Tu nous remets le buzz là. Là, tu nous mets le grésillement. Voilà. Oui, mais c'était pour illustrer. C'était pour illustrer, très bien. Donc on s'excuse, vous méritez mieux et on fera mieux jusqu'à la fin de la saison, Oui, c'est totalement. sûr. Et C'est sûr. après. Et après.
Et après, il y a du après. Il y a du après. Il y a beaucoup d'après. Yann vous en parlera, mais bref, il va vous gâter. On parlera de ça au moment venu. Au moment opportun. Parce que là, c'est le genre de truc où si t'en parles trop tôt, il va rien se passer. Oui. Bref. Je connais ça. C'est comme certains événements, ouais. Et si on enchaînait avec les news là tout de suite? Eh ben, allez. Les news de la Geek Nation. Les news de la Geek Nation qui ne sont pas très joyeuses ce mois-ci. Mais c'est une année de merde 2025. En attendant le premier mois 2025, oh là là, franchement, on aurait mieux fait de rester en 2024. Hein. Non. Moi, je suis content pour 2025. Oui. Je suis content. D'accord. Bon, eh bien, par quoi vous voulez commencer? Bah, c'est toi qui rubrique nécro, hein, on va commencer allez, ça, comme on avait l'habitude en 2024, la rubrique nécrologique, c'est parti. La nécro 1 ou la nécro 2? La nécro-vallée. Ou la nécro 3? Ça, c'est pour les fans de Yu-Gi-Oh! C'est pour les fans de Yu-Gi, la nécro-vallée, je vous la laisse. Vas-y, lance-en une et puis on verra. J'avais envie de commencer cette émission en rendant hommage à Benoît Alman, voix française de Morgan Freeman. De Super Balou. De Super Balou. Bah oui. Qui nous a quittés. Je sais pas si on a pu le voir dans... La veille de la mort d'un homme avec un œil de verre. Ouais, j'en parlais. De l'actualité. Peut-être la seule bonne nouvelle de 2025, même si on ne se réjouit pas. Oui, voilà, c'est ce que je disais. On se réjouit pas de la mort des gens. Mais en vrai, plus que la voix de Morgan Freeman, c'était une voix culte en vérité. C'était un peu. C'est la voix de la narration. Ouais, c'est la voix de Dieu quelque part. C'est ça, c'est la voix de Dieu. Rapport au rôle de Morgan Freeman dans Bruce Tout-Puissant. Ouais. Non, c'est pas lui dans Bruce Tout-Puissant. C'est Madondo qui le double. Oui, mais Morgan Freeman fait bien Dieu. Oui, mais c'est pas. Je sais pas, je l'ai pas vu en français. Non, mais après. Mais du coup, je sais pas si ce monsieur, on avait eu l'occasion de le voir en tant qu'acteur. Alors, acteur. Moi, je l'ai vu au théâtre. Ouais, voilà, au théâtre peut-être. Au cinéma, je ne sais pas. Je crois pas. Au cinéma, ça me dit rien. Ouais. Après, j'aime pas dire en tant qu'acteur parce que bon, quand tu fais du doublage, tu es acteur aussi. Oui, tu es comédien, effectivement. Tu es comédien, donc voilà. Mais un grand nom du doublage et un grand de la VF en fait. Ouais, en vrai, je pense parce qu'il nous a accompagnés dans plein de trucs. Ouais, de ouf. Portable, maman lunettes. Non mais ouais, mais c'est une voix qui nous a accompagnés dans plein de contes, dessins animés, etc. quoi. Film. Film. Après, il est un peu comme par exemple Donald Renew qui est très très fort. Et moi, je sais que si Morgan Freeman n'a pas cette voix, ça va me choquer. J'ai le même problème aujourd'hui avec Robert De Niro, avec Mel Gibson. Avec, je connais pas leur voix, en vrai. Je connais pas leur VF. Avec Sylvester Stallone, Stallone pour la peine. Avec Dorval, Schwarzenegger, avec un sacré paquet de monde. Monsieur Beretta, c'est ça, c'est Monsieur Beretta pour Schwarzenegger. C'est vrai. Oui, l'année dernière. Jacques Frantz, la voix française de De Niro et Mel Gibson nous a quittés. Pareil pour la voix de Sylvester Stallone, Alain Dorval. Pareil il y a quelques années pour Patrick Poivet. Techniquement, les Expendables en France n'existent plus. Oui, c'est ça. Le doublage français d'Expendables n'existe plus. C'est surtout dommage parce que c'est. Richard Darbois. Ouais, il reste Richard Darbois. Pour l'instant. Mais ce qui est triste, c'est que je trouvais que c'était, comme tu disais, les Expendables de la VF, c'était l'époque où tu avais des vrais mecs derrière de la VF. Ouais. Genre le yippee pauvre con, enfin, il est aussi culte que l'anglais, quoi, quasiment. Oui, bah. Donc voilà, on peut pas dire le contraire. Voilà, donc vraiment c'était l'époque où les mecs avaient le temps de bosser, faire un doublage, faire un vrai bon doublage, de faire une vraie interprétation, de faire tout. Enfin, il y avait des vraies équipes qui avaient le temps de doubler. Moi, je suis très content parce que la VF ces dernières années, avec la popularité de Donald Renew, Dorothée Pousseau, tout ça, reprend de la patate, le Cordier aussi, qui est Brigitte Le Cordier, qui est là depuis un moment. Et oui, Alexis Thomasian, donc tous ces noms qui ont redonné un deuxième un peu âge d'or à la VF. Il y a des générations dans le doublage. Oui. Clairement. J'étais tout ce qui était. Moi, j'adorais beaucoup Jacques Thébault, Jean Topard, Raymond Loyer, tous ces voix-là qui ne vous disent absolument rien. Qui sont la voix de Steve McQueen, de John Wayne, tous ces comédiens-là, du shérif Brody dans Les Dents de la Mer, des films comme ça. Ensuite, on a eu Richard Darbois, Jacques Frantz, Patrick Poivet, qui sont arrivés années 80-90. Pierre Dorval début aussi. 80, Alain Dorval. Dorval. Qui représente le doublage quand nous, on était gosses. Ouais, de ouf.
Et ensuite, il y a eu la nouvelle génération, Alexis Thomasian, Donald Renew, tous ces gens-là qui ont commencé enfants dans les années 90 et qui continuent aujourd'hui. J'ai revu il n'y a pas très longtemps un film qui date de 80 pile. J'entends des voix comme vous l'avez cité, la voix de Dragon Ball. Brigitte Lecordier. Ou Patrick Borg. Et Patrick Borg pour Goku adulte. Goku adulte. Patrick Borg aussi. Ce qui était marrant, c'est que tu retrouvais plein dans Overwatch. Grave, dans Overwatch, tu dois avoir le casting de Dragon Ball. Sauf Brigitte Lecordier. Malheureusement. Ouais. On t'aime, Brigitte. Si tu nous écoutes. Oui, on t'aime, Brigitte. Elle en a fait 2-3 des jeux vidéo, elle aussi. Hein. Oui, mais pas Overwatch. Alors qu'Overwatch, tu vas retrouver Donald Renew, Dorothée Pousseau, tu vas retrouver... comment il s'appelle, Alexis Thomasian. Tu vas tous les retrouver, quoi. Patrick Borg, Ah non, mais le doublage en France... C'est une belle institution. Je peux pas dire qu'elle a encore de belles heures devant elle parce qu'on a un petit problème. Après... Je suppose qu'en tant que fan de Sylvester Stallone, vous avez vu la polémique qui a eu lieu en début d'année, qui a concerné sa fille Aurore Berger. Non. Qui est ministre d'ailleurs. Ouais. Aurore Berger, elle s'est insurgée sur X parce qu'une compagnie américaine a partagé la bande-annonce du prochain Sylvester Stallone avec la voix de son père. D'accord. En intelligence artificielle. C'est moche celle-là. Alors, elle dit j'ai donné un accord pour un test, pas pour une diffusion. Si vous voyez la bande-annonce, elle est déplorable. Ouais. Ah oui, d'accord. Alors, évidemment, Amazon, en voyant ça, n'a pas signé ça, a contacté un vrai comédien qui le double d'ailleurs dans Tulsa King, je crois que c'est Michel Vidier, qui va reprendre sa voix sur le prochain film de Stallone. De Stallone, ouais. Donc il y aura un vrai comédien, mais il y a quand même des boîtes qui tentent des trucs avec des comédiens, quoi. Non, ça, faut arrêter. On en avait déjà parlé, je crois que c'est la première émission de la saison, ce débat. Et on risque d'en parler encore longtemps. Hein. Oui, mais il faut pas, surtout qu'aujourd'hui, on a des comédiens de doublage, on a des comédiens, notamment dans le doublage, qui sont extraordinaires. Sont très très bons. Et qui sont très bons. Appelez-les, parce que c'est pareil. C'est un grand nom qu'on a oublié de citer, c'est celui qui double Cartman. Je sais plus comment il s'appelle. Le moine, Christophe Lemoine. Ouais. On a Christophe Lemoine, on a Donald Renew. La génération là, on a la voix de Batman aussi. Alexis. Non, ça c'est pas Alexis Thomasian. Antoine Adrien, un truc dans le Adrien Antoine. Antoine. On va y arriver, on a Alexis Victor. Que j'adore. On a Pierre Tessier qui est la voix de Deadpool, des acteurs comme ça. Quand je regarde un Batman en anime, si c'est pas sa voix à Adrien Antoine, je suis dégoûté. Il y a une époque, ils avaient switché avec celle de Superman. Oui. C'était et que je n'aime pas du tout. Je trouve que la voix de Superman va très bien à Superman. Et que Adrien. Le problème, c'est qu'Adrien Antoine fait Superman au cinéma. Oui, donc mais c'est problématique. Il fait Cavill surtout. Il double Cavill. Et Brandon Routh. C'est la voix française de Brandon Routh et d'Henry Cavill. C'est problématique. C'est celui dans Superman Returns. Ah, d'accord. Et donc voilà, il fait super. Mais pour le coup, quand il n'est jamais meilleur que quand il fait Batman. Il a succédé à un dieu quand même. Je veux dire, il a succédé à Richard Darbois. Oui. C'est pour ça, moi, vous me disiez ça. J'ai dit, c'est pas lui normalement. Oui, non, mais Richard Darbois. De quel Batman on parle? De tous les Batman. À partir des années 2000. Et en dessin animé. C'est celui dans les jeux Arkham aussi. Voilà. Ah, ok. C'est lui. Il est bien. Il est très bien. C'est la voix, c'est également la voix il double mes deux héros préférés, à savoir Batman et Thor. Ah ouais. Lui aussi, c'est la voix de Chris Hemsworth. C'est la voix de Chris Hemsworth. Donc moi, j'avoue que je me régale. Pour les fans de manga, il double en français Rengoku dans Demon Slayer. Dans Demon Slayer, d'accord. Le délicieux. Ah, ok. Et Superman, la voix qu'il a en tout cas dans l'Ange de Métropolis et qu'il continue d'avoir, c'est Emmanuel Giacomi, qui est essentiellement connu pour être la voix de Pierce Brosnan depuis ses James Bond, mais celle de Denzel Washington aussi, de plein d'acteurs blacks. Mais pour comme cette voix qui est calme et grave, elle va très bien à Superman. Batman, il y a quelque chose d'inquiétant quand il parle. Il a un côté beaucoup plus héroïque, je trouve, Emmanuel Giacomi. Alors oui et non, parce qu'il l'a avec Thor, ce côté héroïque, mais voilà. Et puis son premier surtout, c'est la voix d'American Dad. Ouais. Voilà, surtout. Moi, j'ai jamais regardé. Mais c'est particulier. Enfin, j'ai regardé. Puis Adrien Antoine a commencé son premier doublage. Vous l'avez peut-être connu dans Last Action Hero. C'est le gamin qui le. Ah ouais. C'est la voix de Nicolas, mais très jeune. Hein. C'est son premier. C'est un enfant. C'est comme Donald Renew, il a commencé sur le bus magique. Hein.
Non. Oui, je sais plus quel rôle, mais il a commencé. Je crois que c'est Arnaud. Mais non. Je crois que c'est Arnaud. Mais je suis pas certain. Je crois que c'est le. Mais Alexis Thomasian, c'est Sonic. Dans les dessins animés des années 90, c'est lui qui chante la chanson aussi. Ah ouais. Oui, c'est Alexis Thomasian. C'est Alexis Thomasian. Donc on a toute une on a toujours des Emmanuel Cartil qui sont toujours là entre deux générations. Après, il y a des indéboulonnables qui restent là. Comme l'était Benoît Alman, tous ces gens-là. Mais c'est vrai que là, on a une génération, notamment avec Adrien Antoine, je sais plus dans quel Adrien Antoine, Donald Renou, Alexis Thomasian, Dorothy Poussueo. On a une génération. Aujourd'hui, ils ont nos âges. Ils sont peut-être plus vieux même. Un petit peu plus, ils ont une quarantaine d'années, je dirais. Une quarantaine d'années. J'ai 38 ans la semaine prochaine. Donc pas faux. Donc ils ont nos âges et ils ont le travail qui leur tient à cœur malgré toutes les nouvelles restrictions qu'Internet a emmenées, parce que il y a des fois on pouvait trouver un film, c'était notamment les Shrek 1 et 2, on pouvait les trouver en VF avant qu'ils soient au ciné, 2 mois avant qu'ils soient au ciné, donc ça tuait le doublage forcément, et on a eu donc toute cette période de doublage qui était pas top, et là maintenant on a un doublage français. Alors moi maintenant malheureusement je n'écoute plus de doublage français, je regarde les films en jeu vidéo. Mais par exemple les JV sont très bons. On parlait de Donald Renou, son Spider-Man, exceptionnel. C'est pour moi c'est un des meilleurs. Adrien Antoine dans les Arkham. Ouais, il y a ça, il y a Dorothy Poussueo. Mais elle a Tracer. En fait c'est surtout que c'est la voix de Tracer qui est iconique. Mais elle fait Harley Quinn, non aussi? Oui, elle faisait Harley Quinn. Elle a succédé à Calvin DeBoer. Ouais, mais en fait, normalement, elle fait Margot Robbie, mais et elle a fait Harley Quinn dans la série animée Harley Quinn. Oui, elle fait souvent Harley Quinn, mais après, ça lui va bien, je trouve. Il y a celle qui fait, j'ai oublié son nom, mais qui fait Ellie dans The Last of Us, qui a fait Zelda, qui a fait. Elle est très bien aussi. Elle fait du bon boulot. J'ai oublié son nom. On en a parlé hier avec ma chérie. Avec un YouTuber là, ils vont. Oui, ils partent au Japon. Ouais. C'est pour ça qu'on en a parlé d'ailleurs. Donc voilà, on a une génération là. Le doublage français n'est pas mort, au contraire, il est en train de renaître. Il est bien même, il a une bonne renaissance. Maintenant, il est dans sa maturation et il est très bon, malgré les légendes qui nous quittent. Les générations, elles se sont toujours succédées. Il y a toujours eu des très bonnes périodes de doublage. Les années 70-80 sont exceptionnelles en doublage. Ouais. Aujourd'hui, il y a eu un creux de la vague dans les années 90, début 2000, parce que ça s'est vraiment moi je trouve que c'est vraiment 2000-2015 où c'était vraiment mauvais. C'était dur. On parlait plus de doublage, plus personne voulait entendre parler de VF. C'est ça. Et c'était pas encore le monde du doublage respectait pas encore tout ce qui est les animés, tout ce qui est les là où les gens pouvaient s'épanouir quoi. Le JV, et maintenant les gens ont vu qu'il y avait le public, que c'était du vrai travail quoi, que les animés c'était sérieux, les jeux vidéo aussi, et du coup on est revenu chercher des comédiens qui étaient super forts avec une bonne adaptation, des gens qui prenaient ça au sérieux, et ça nous a donné des super belles VF de certains jeux, parce que faut voir la VF de Metal Gear à l'époque, tu veux qu'on se tire l'oreille. C'est une VF qui a été c'est plus la translation, ça a été une VF qui a été réalisée en Angleterre, basée sur la version japonaise. Alors forcément le directeur d'acteur mais attention, pour Metal Gear Solid, la VF en fait un jeu absolument mythique. Ah oui, c'est mythique parce que c'est nul. Maintenant, Emmanuel Bonamy est un... C'est ce qu'il faut. Je te rappelle que un bon ami. Je te rappelle que nous, on y jouait, on avait 10 ans. Le propos est quand même pas léger. Et que quand tu le compares à son remake qui est Twin Snake, c'est pas la même limonade. Non, c'est sûr. Mais Emmanuel Bonamy, qui fait la voix de Snake dans la version française mythique de Metal Gear Solid 1, est aussi très connu pour un autre personnage de jeu vidéo. C'est la voix du prêtre à Ravenholm dans Half-Life 2. D'accord. Mais je joue pas à Half-Life 2 moi, donc j'ai jamais joué. J'ai pas fait jouer pour ça. Et il a montré qu'il était capable d'être vraiment bon quand il est bien dirigé. Parce que là, on lui a dit, le mec fait un peu comme ça en japonais, fais Rambo. Globalement, le double, il n'y avait pas la version américaine déjà. Ils l'ont enregistré pratiquement en même temps, donc globalement, ils ne pouvaient pas avoir David Hayter en face. Il s'est retrouvé avec Akio Otsuka à doubler devant ça en mode. C'est pas grave. Oui, mais il n'y avait aucune direction de la part de Konami non plus. C'est pas faux. Et à l'époque, il faut savoir que le doublage de Metal Gear Solid, il s'est fait en espagnol, en portugais, en allemand, en français, en anglais. Ah ouais.
le premier Metal Gear Solid, Konami a voulu le doubler dans toute l'Europe. Après, apparemment, par exemple, tu prends FF7, là, les remakes et Rebirth, visiblement, ils sont très bien, les doublages. Alors moi, je l'ai fait en japonais, donc j'en sais rien. Mais la VF est très bien. C'est le même doublage que Advent Children. Qui est pas mal, alors. Qui est un bon niveau. Hein. Ouais. Pour finir avec Benoît Alban, je voulais vous lire ceci. On rit tous comme des petits fous avec un super balou. C'est là où je l'ai découvert. Je ne savais pas par où commencer. Au revoir, monsieur Alban, et merci. Merci pour votre talent, merci pour votre voix, et merci pour votre gentillesse. Merci pour le Père Noël, Jean-Louis Lachaussette, Super Balou, les Gargoyles, pour avoir immortalisé Morgan Freeman pour nous en France, et pour tant d'autres choses encore. Le truc magique dans ce métier, c'est que vous ne serez toujours un peu là. Je me souviendrai toujours de ces moments volés, passés en votre compagnie, de cette interview qu'on a fait et de ces magnifiques cadeaux que vous aviez fait ce jour-là au gosse que j'étais. Vous aviez partagé avec moi et mes camarades à l'époque votre affection sincère pour le chef-d'œuvre qu'étaient Les Évadés. Et aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas finir cet hommage sans repasser un extrait. Je crois que je suis incapable de faire ça dehors. J'ai passé ici la plus grande partie de ma vie. Je suis un institutionnel maintenant. Comme l'était Brooks. Non, tu te sous-estimes à mon avis. Je ne le crois pas. Enfin, je veux dire, ici c'est vrai que je suis le gars qui dégote certaines choses, mais dehors il te suffit de l'annuaire ou page jaune. Je saurais même pas où chercher, putain. L'océan Pacifique. Merde. Moi, j'aurais une peur bleue dans un truc aussi grand. Pas moi. Je n'ai pas tué ma femme, je n'ai pas tué son amant. Quelles que soient les fautes que j'ai commises, j'ai payé plus que j'aurais dû. Cet hôtel, ce bateau, je ne crois pas que ce soit trop demandé. Je trouve que tu ne devrais pas te faire ce genre d'illusion. Tu te fais du mal avec ces rêves de merde. Enfin, le Mexique est là et toi tu es ici. Tu comprends? Les choses sont comme ça. Oui, c'est vrai. Les choses sont comme ça. C'est loin d'ici et je suis là-dedans. Je crois que tout se résume à un simple choix en réalité. Dépêche-toi de vivre. Ou dépêche-toi de mourir. Si vous n'avez pas vu Les Évadés, voyez-le. Ah oui, complètement. C'est un chef-d'œuvre. C'est la meilleure adaptation de Stephen King pour moi. Oui. oui, avec la ligne verte. Ouais, la ligne verte. Même réalisateur. Même merde. Ouais. Monsieur, vous êtes bon. C'est un bon. Franck Darabont est un des rares à avoir vraiment adapté Stephen King et à avoir compris. Oui. On enchaîne avec une autre nécro, même une double nécro. Ouais. On va parler d'un réalisateur et de son fan qui sont morts à quelques jours d'intervalle. Nous avons d'abord le décès de David Lynch. Et puis d'un de ses fans. Ah ouais. Bertrand Blier. Merde. Bertrand Blier qui, à l'année dernière, ou il y a 2 ans, quand il a fait son vidéoclub de Combini, après un DVD de David Lynch, il a dit « J'adore ce mec, je pompe tout ce qu'il fait. Je suis un fan de David Lynch. Dès que je ne sais pas comment filmer un plan, je regarde un film de David Lynch et je trouve une solution. » Bel hommage. Normal. Mais bref, on va parler un peu de David Lynch, justement. Parce que... carrière intéressante. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Je mets un petit peu de musique. Normal. Oui, c'est facile. Alors, il faut savoir que... Aussi hommage au compositeur qui est décédé en 2022. Alors, il faut savoir que dans cette série qui est incroyable, c'est le seul truc qui me prend la tête, c'est cette musique qui est tout le temps là. Non, moi, c'est une surcharge. Ouais, mais alors, j'adore Twin Peaks, mais c'est une surcharge, je peux pas. Elle me surcharge. Oui, mais c'est fait pour, hein. Oui, tu me diras aussi, oui. Mais c'est même un gimmick qui limite aujourd'hui. Moi, je vois la scie, je vois le logo Twin Peaks. De ouf. Moi, je vois la route là qui arrive avec le panneau. La tourte aux cerises. Ouais. C'est Twin Peaks, quoi. À la bûche.
La Huche. Elle était chelou cette série quand même. Ah oui, mais c'est David Lynch, hein, si c'est pas chelou, c'est pas bien. Oui, et ça a lancé plein de séries. En fait, oui, de ouf. En termes de grammaire, il a créé un genre. Oui, de ouf. Qui, de ouf. Après, sans ça, il n'y a pas X-Files. Hein. Déjà, c'est sûr et certain, il n'y a pas X-Files. Déjà, il n'y a pas David Duchovny, parce que David Duchovny joue dans Twin Peaks. Oui. À la toute fin de la série, mais il joue dans Twin Peaks. Mais en fait, il n'y a pas toutes les séries qui racontent une histoire sur plusieurs épisodes. C'est une des premières à l'avoir fait. À part les feuilletons américains comme Amour, Gloire et Beauté, la plupart des séries étaient soit semi-feuilletonnantes, soit procédurales à l'époque. Oui, c'est ça. Tout ce qui est True Detective, tout ce qui est Breaking Bad, tout ce qui est Walking Dead. S'il n'y a pas Twin Peaks, il n'y a pas tout ça. Et puis il a la saison, il y a une saison 3 dans les années 2000. 17, qui était aussi très bien. Le papier sous forme de mini-série. Il est revenu pour remontrer aux gens comment ça marchait. C'est surtout que à la fin de la saison 2, il dit on se revoit dans 25 ans. On s'est revu dans 25 ans. Ouais, c'est ça. Le mec a appris à Carré. tout le monde. Quoi. non, mais Twin Peaks est un putain de chef-d'œuvre. Surtout que c'est la première fois vraiment où dans une série télévisée, on avait des acteurs de cinéma. Oui. Kyle MacLachlan et quelques autres qui sont venus de temps en temps jouer des rôles, mais c'est la première fois qu'on avait une série avec un tel cachet. Et pourtant, David Lynch avait tout fait pour en faire un truc ultra rococo, ultra... Il utilisait des caméras de feuilleton. Oui, vraiment, dans l'aspect filmique, c'est kitsch, mais tu regardes le truc... Ouais, mais c'est fait pour, ouf. En fait. Tu parlais de grammaire, et c'est là où tu vois que le mec, il a vraiment pris un peu la grammaire des feuilletons de l'époque pour en faire autre chose, en vrai. De l'art. De l'art, quoi. Ouais. Je dirais pas plus que ça, je pense que. Et puis même complètement, mais même le propos, même le thème, cette enquête sur cette nana qui est morte et tout, ça a été repris plein de fois. Ça a marqué plein de trucs. Il y a même un film qui le parodie du début à la fin. Oui. Mais ce qui est bien avec Twin Peaks, ce qui est beau, ce qui n'avait pas été fait, c'est que l'histoire a été développée sous plein de formats différents. Il y a eu un téléfil, il y a eu une série, il y a eu un film, il y a Walk With Me, tout géré par David Lynch. Ensuite, il est revenu 25 ans après en mini-série pour raconter différemment son histoire. C'est l'un des premiers... C'est un peu un cross-média. Hein. C'est ça. C'est un des premiers formats télévisuels avec autant de formes différentes. Non, mais... le mec était un peu barré dans sa tête. Le mec était complètement barré, mais à côté de ça... J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, mais Firewalk With Me, c'est 1h30. Il y a 1h30 de scène coupée qui a été remontée pour faire un deuxième film qui s'appelle The Missing Piece et qui raconte une autre histoire complémentaire. Donc globalement, il y a 2 films Twin Peaks. Je savais même pas qu'il y avait un film, tu vois. Avec David Bowie. Avec David. Je vais regarder ça, c'est sûr. Mais que Kyle MacLachlan n'a pas voulu jouer dedans. C'est ça. Mais au-delà de ça, c'est aussi des très très grands films. Elephant Man. Elephant Man, Dune. Même si j'ai beaucoup de problèmes avec Yann, vomis et dit que c'est bien. J'ai beaucoup de mal avec... De Laurentiis, je te maudis. J'ai beaucoup de mal avec le Dune de David Lynch. Mais bon. T'es pas le seul. En fait, c'est pas Dune, c'est un film de David Lynch, mais qui suit à peu près Dune, mais c'est pas Dune. Il les a fait roux. Il les a fait roux. C'est la première fois que David Lynch avait du pognon. Globalement... Il en a foutu partout. Oui, mais en même temps, on lui a rien dit. Hein. Non, mais... Après, il y a Elephant Man, Eraserhead, Mulholland Drive. Oui, après ça, j'ai pas vu. Avec cette putain de sorcière. Quoi? Oui. On peut parler aussi de Blue Velvet, de Lost Highway. C'est ça. Qui sont ces films cultes, Lost Highway, avec Bill Pullman d'ailleurs. C'est quoi Lost Highway? C'est le mec qui part sur sa machine à gazon là? Non, ça c'est Blue Velvet. C'est Blue Velvet, ça. Ok. Donc, je ne suis pas particulièrement fan de l'œuvre de David Lynch, dont j'ai longtemps considéré sa faculté de se délecter de l'incompréhension des spectateurs face à ses films comme extrêmement rédhibitoire, me poussant dans les bras d'un autre David, proche, mais néanmoins différent, David Cronenberg. C'est pas pareil. Lynch ayant même accompli l'exploit de réaliser un film dont la seule évocation me colle véritablement la nausée. Dune. Et m'a définitivement fermé la porte de l'univers qu'il tentait tant bien que mal de dépeindre. Sa très controversée adaptation de Dune de Frank Herbert en 84. Et je ne vous parle pas de l'ennui profond que m'a inspiré mon visionnage de Twin Peaks, ou mon déni poli face au visionnage de Mulholland Drive au lycée. Mais toi, en fait, t'as envie de te faire mêler pour les dernières émissions. C'est pas possible. Bref,
David Lynch n'était clairement pas pour moi. Je le laissais à d'autres cinéphiles plus éclairés et qui semblaient posséder des clés que je n'avais pas. Mais quelque temps après, mon visionnage incongru de Mulholland Drive, quelque chose d'autre vient cette fois me percuter la rétine. Niant à toutes mes expériences passées une quelconque réalité. Une larme allait tout changer. Cette larme, c'est celle d'Anthony Hopkins, découvrant John Hurt, ou plutôt celle du docteur Frederick Treves, découvrant John Merrick, et décrivant en un regard la tristesse d'un homme face au désœuvrement de celui que la société appelait Elephant Man, à la vue de sa difformité. Premier regard de compassion et d'humanité sur cet homme. Elephant Man devient immédiatement un chef-d'œuvre à mes yeux, chaque visionnage devenant plus déchirant que le précédent. Et là, tout me revint d'un coup. La boîte où s'enfonce le regard de Naomi Watts, le plongeant dans une autre vie, le visage de Laura Palmer figé dans la mort, celui de Paul Atreides menant les Fremen vers la liberté. Et arriva vite la découverte de Eraserhead, Lost Highway et surtout Blue Velvet. Je n'avais pas toutes les clés, mais ma fascination naissante était palpable. Et aujourd'hui encore, ayant entamé mon retour à Twin Peaks fin 2024, je crois que malgré le départ de l'homme, la fascination que son œuvre me procure sera toujours là. Je crois que c'est Dale Cooper qui est dans le vrai avec son histoire de café. Voilà, c'était mon petit hommage à David Lynch. C'était joli. Mais pour le coup, ouais, je trouve que c'est un réalisateur fascinant. Moi, Elephant Man, je l'ai vu, je devais avoir 10 ans. Mauvaise idée. Je peux plus le voir. Ouais, je peux plus du mal. Je peux plus le regarder. C'est le seul David Lynch que j'ai en Blu-ray pour une très bonne raison. Ouais, non, mais j'entends. Hein. Mais pour le coup, David Lynch, réalisateur fascinant. Et si, il est dans l'horreur du corps aussi, notamment avec Eraserhead. Et voilà. C'est vrai. Tu vois, de là à dire, ouais, sans Eraserhead, est-ce que Cronenberg serait aussi génial? Il n'y a qu'un pas que je ne franchirais pas. Après, je ne citerai pas les films que je n'ai pas vus, comme Inland Empire et tout ça. Ouais, je ne connais pas, je verrai bien. Je sais que Laura Dern est monstrueuse dedans, parce qu'elle est monstrueuse dans la saison 3 de Twin Peaks. Mais j'ai encore beaucoup de choses à voir, et c'est ça qui est ouf. Mais voilà, David Lynch... on a perdu un grand nom du cinéma. Ah oui, très clairement. Qui était clairement plus fascinant que Kubrick. Alors, Kubrick est un génie absolu. Kubrick, tout le monde s'est cassé la tête dessus il y a bien longtemps, en fait. Mais il me gonfle. Quand c'est bon. Alors que David Lynch, derrière cet aspect incongru, où on est perdu, il y a quelque chose effectivement de très très fascinant. Ah, il y a une poésie, ouais. Il y a une poésie, c'est un fait absolu. Ah, ouais. Même Twin Peaks, qui est un produit télévisuel en soi, il y a quelque chose, c'est sûr. Ouais, mais ça c'est, mais comme tu dis, enfin, c'est ça qui est fascinant, qui est énorme avec Twin Peaks, c'est que c'est un produit télévisuel, mais derrière. C'est un objet d'art, quoi. Tout est génial. Que la chaîne de télévision qui diffusait Twin Peaks a failli saboter, mais ça, c'est un autre problème. Oui, ça, c'est encore autre chose. Là, on rentre dans les productions TV où c'est tout. Mais même, je crois, la preuve qu'il était très en avance sur son temps aussi. Je veux dire, il propose un truc comme Twin Peaks à une époque où... Oui, où on faisait de la télé pour mémer, quoi. C'est ça, et c'est la première fois qu'un réalisateur osait un truc pareil, quoi, de dire, je suis réalisateur de cinéma, j'ai fait 2-3 films. À l'époque, on n'avait pas fait tant que ça. Tiens, voilà, je fais un projet à la télé. Et quel projet à la télé? Il a cassé la télé. Très clairement, il a cassé la télé. Après, sans ça, il n'y a pas Chris Carter qui arrive avec X-Files 2 ans après. C'est pas possible. C'est ça. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ça a été... Twin Peaks, c'est pierre angulaire de la série aujourd'hui. Je regarde ça comme un très long film. La première saison, pour moi, est un très long film. Ouais. Elle fait 5 épisodes, 6 épisodes, je sais plus, parce qu'elle est très courte la première saison. 6, je crois que c'est un coup de... je la regarde d'une traite en général. Autant la saison 2, je prends plus de temps, parce qu'il y a un côté beaucoup plus feuilletonnant qui s'installe. Elle est beaucoup plus chargée aussi, la 2. Oui. Il y a 2-3 storylines en trop, mais ça devient une vraie série, en fait. Ça devient ce que les séries sont devenues aujourd'hui. Exactement. Alors que la première saison est encore très expérimentale. Très David Lynch. Et c'est pour ça que la première saison, je la trouve meilleure que la deuxième là-dessus. Je peux pas passer sur la deuxième, mais surtout vu la fin de la première. Non, mais toute proportion gardée, je dis bien toute proportion gardée, la première saison de Twin Peaks est beaucoup plus digeste. Toute proportion gardée. Je vous invite à découvrir la version européenne du pilote que David Lynch avait tourné au cas où la série ne se fait pas, où il y a une fin. Ah ouais. Où toute la fin est inédite, n'est pas intégrée dans la série, mais il a
bricoler une fin qui est celle qu'il avait prévue dans la série. D'accord. Donc c'est un gros spoil si vous connaissez pas la série, mais c'est une autre vision de Twin Peaks et ça fait 90 minutes pour le coup. Ah ouais, à voir. Bon, par contre, si vous le regardez en français, vous allez être paumé. Hein. Parce que c'est la voix de Mulder qui double McLachlan, c'est trop bizarre. Ouais. On parlait de Patrick Poivet, bah là c'est pas Patrick Poivet. Voilà. Mais ouais, c'était un grand nom du cinéma. Donc je vous invite à découvrir David Lynch si ce n'est pas déjà fait, parce que y a de quoi faire. Même des trucs aussi que Mulholland Drive, c'est monstrueux à regarder. Et je trouve ça, tu le comparais à Kubrick. Kubrick n'a atteint David Lynch qu'une seule fois à mes yeux, c'est dans Eyes Wide Shut. Ah non. Sur le questionnement, sur la façon d'écrire, sur le qu'est-ce qu'on fait là, c'est très Mulholland Drive pour moi. Non, mais dans les thèmes, mais si tu prends de la réalisation pure, ils ont pas la même. Ils visent pas les mêmes choses. Ah non, pas du tout. Je sais pas. Ils cherchent pas la même chose dans leurs films. Ils s'en approchent. C'est tout ce que j'ai dit. Non. Il essaye. Ah non. Toi, tu vas te faire mêler avant la fin de l'émission, hein, je t'annonce. Hein. J'ai pas dit du mal. Bref, on peut aussi parler un tout petit peu de Blier si vous voulez bien. J'ai pas prévu de notes sur Bertrand Blier. Je ne connais pas très bien cette personne. Bertrand Blier, c'est un grand réalisateur des années 70-80 qui, aujourd'hui, si vous diffusez ses films, la moitié des gens vont faire des malaises. Ah ouais. Parce que c'est quand même le réalisateur des Valseuses. Ouais, des Valseuses. De Buffet froid. De Tenue de soirée, dont on avait parlé avec la mort de Michel Blanc. Ouais. Et sa plus grosse star, aujourd'hui en tout cas, c'est d'avoir engagé pratiquement systématiquement Gérard Depardieu. Ah ouais. Alors qu'on ne peut pas effacer des films aussi importants que les films de Blier, notamment Les Valseuses. Parce que Les Valseuses, on peut dire ce qu'on veut aujourd'hui, oui, si on fait ce film, si on fait Les Valseuses en 2025, c'est un cauchemar absolu. J'imagine, oui. Mais si on le regarde avec les yeux de 1973, quand il est sorti, c'est un film qui est miroir de son époque. Et miroir, prends-toi ça dans la gueule. Ouais. C'est pas miroir, oh, c'était trop bien. Non. C'est miroir, c'est ça aujourd'hui. Voilà. Ça va devenir pire, faites gaffe. Et c'est la rencontre du cinéma français avec Patrick Devers. Et de nous avec Patrick Devers aussi, parce que c'est son premier film grand public. Enfin, grand public pour l'époque. Ouais, et Gérard Depardieu, pareil. Oui. Et on a quand même Isabelle Huppert au casting, on a un sacré paquet de monde dans ce film. Oui, non, mais tout à fait. Mais après. C'est aussi l'occasion de parler de Buffet froid, qui est pour le coup, un hommage au surréalisme absolu. Oui. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est impossible à résumer, Buffet froid. Ah, impossible. J'étais très circonspect. Je suis tombé dessus au hasard. J'étais très circonspect. De mémoire, c'est l'histoire d'un homme qui aime les couteaux et pas tellement sa femme. C'est ça. Oui, c'est ça. Et qui rencontre l'assassin de sa femme et l'inspecteur qui enquête sur l'affaire et qui s'en fout. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Bah moi, Blier, c'est surtout. C'est du Buñuel lynchien. Moi, c'est surtout à travers les Tontons Flingueurs, à travers les Barbouzes, que je l'ai connu. Le père, oui. Oui. Parce que quand il joue pour le fils, ouais. C'est impressionnant parce que c'est-à-dire que si vous vous souvenez, je vais un tout petit peu spoiler Buffet froid, mais Buffet froid date de 79, alors merde. Il y a plein de spoil. À la toute fin de Buffet froid, Gérard Depardieu noie Bernard Blier. Oui. Pour un fils, tourner ça, c'est quand même quelque chose. Hein. Même lui le disait. C'est freudien. Hein. Non, mais on est bien d'accord. Mais moi, voilà, je connaissais surtout Blier père. Oui. Mais Blier père marche très bien dans Blier fils. Oui, certes. Mais voilà, c'est pas. Après, j'ai beaucoup de mal avec le cinéma français. C'est un cinéma qui, je trouve, sans croûte. Il a eu des classiques. C'est justement son époque, les classiques. Hein, pour moi, il a eu des classiques et depuis sans croûte. Et en fait, comme j'ai vu ceux où ça sans croûte, j'ai pas envie de regarder les classiques. Et quand même, Tenue de soirée, juste ça, un grand film. Tout ça, je connais pas. J'ai vu Buffet froid, j'ai vu Les Valseuses il y a très longtemps. C'est très bien déjà. Ouais, c'est pas des films qui me laissent un souvenir intarissable. Et puis, c'est les miroirs d'une époque. Ce qui est important dans une cinématographie, c'est d'avoir des miroirs de la société et qui restent avec le temps. Et j'aime bien aussi la situation d'aujourd'hui de dire on peut plus regarder ça. Pourquoi ?
Alors, regarder, c'est une chose. Le faire, c'est une autre. Oui, mais aujourd'hui, j'ai assisté à un débat sur BFM là, qui lui rendait hommage, avec la présidente de MeToo Media qui disait « C'est de l'incitation au viol, c'est regardable, moi-même je l'ai pas vu ». D'accord. Qu'est-ce que tu parles Alors ça, j'adore les mecs qui viennent condamner et qui disent « J'ai pas vu, mais je condamne ». Mais ferme ta gueule, voilà. Commence par ça. Je terminerai avec une petite anecdote très récente. Le prêtre qui a fait l'homélie au moment des obsèques de Bertrand Blier a cité une phrase d'un de ses films, celle très connue de Gérard Depardieu dans Les Valseuses. C'est quoi, on n'est pas bien là voilà. Avec les couilles, je sais pas quoi. Décontracté de l'esprit. Avec les couilles au frais, je sais pas quoi. Si ça avait été l'abbé Pierre, je pense qu'il aurait fini cette phrase. Bref. C'était la touche d'humour bliesque. Ouais. Il faudrait que je me penche dessus, mais... Ouais, moi ça va pas. Je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait. Je sais que ça a un peu vieilli, mais des films comme Beau-Père... En fait, malgré tout, on vous invite à consommer de la culture. Voilà, moi j'ai été très circonspect. J'étais là un peu sur Buffet Froid, j'étais là... Oui, ça nous a... C'est un cas d'école, Buffet Froid. ouais, mais c'est pas... Enfin, voilà. Ouais. Bref... Dernière news, c'est les 5 ans de la Geek Nation, les gars. T'aurais peut-être dû commencer par ça, quand même. Non, je préfère le garder pour la fin. 5 ans de folie où on a fait des tas de choses, vu des tas de monde, et je ne peux m'empêcher de repenser à tout ça. Cette émission qui représente 5 ans de ma putain de vie. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont contribué durant toutes ces années. Simon, FX, Axel, Pierre, Flo, Raphaël, Arnaud, Kevin, Kylian et tous les autres qui ont posé leur voix dans cette émission. Sans oublier les équipes du 4Gamer, Loïc du Puzzleline, les équipes du Trollune qui nous accueillent depuis le début de la saison 3. Et je rajouterai au montage un extrait bonus des archives de l'émission. Avec plaisir. Ça va être cool, ça. On verra lequel je choisis. Tu fais des découpages, tu prends sur les 5 saisons, tu prends les meilleurs moments. Comme ça, même ceux que nous, où on a participé, on en a quelques-uns. Et depuis 2 ans, vous en pensez quoi? Vous amusez bien? Ah bah, ça fait pas 2 ans que je suis là. Moi depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que t'écoutes, non? Ouais. Ah bah ouais. Oh, moi j'aimais bien après. La forme a changé, ça c'est sûr. Ah ça. Et c'est pas inintéressant, tout change. J'aimais bien avoir mes chroniques, j'aimais bien avoir les chroniques d'Arnaud où je m'insurgeais parce qu'il disait n'importe quoi. Oui, et j'aimais bien les chroniques d'Arnaud qui duraient 1h30. Alors on te déteste avec Kingdom Hearts. Juste pour marquer le coup, cette chronique. Bon, j'en ai fait une autre si longtemps avec Star Trek, hein, je le dis, mais je l'avoue. Ouais, c'est vrai. Oui, mais elle est encore à part. Ouais, mais en plus c'est Kingdom Hearts, il y a rien qui va, ça part dans tous les sens. Moi je l'ai cuté, hein. Ah bah je sais pas si vous avez réécouté l'émission, mais j'ai sorti une version longue à part en podcast. J'ai cuté la chronique. Non, mais dans la diffusion, dans mais parce que pour vous, ça a été long à l'écoute. Mais pour nous, ici, en studio, ça a été un cauchemar. J'ai gardé les suppliques. Pour qu'on comprenne bien, j'ai bien gardé les suppliques. Ouais. On se fait des gros bisous, gros fragile, va. Pareil. Tout pareil. Bon, on enchaîne. Tour de l'actu brûlante, c'est ici, nulle part ailleurs. Oui, l'habillage n'a aucun sens. Merci, si. Bref, on va enchaîner avec un jeu. Ça vous dit un petit top 1? Ouais, bah go. Hein. Explique le concept parce que je suis pas certain. Mais il nous pose une question. Tu te souviens pas de ça? Le Reddit c'est bien parti. Première manche c'est par ici. Pixelise ta réalité. Top 1, t'es prêt pour jouer? Pixelisons notre réalité tout de suite. Là, je suis en pleine pixelisation, me troublez pas. Elle tue celle-là. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des IA. Oui, mais j'ai des lunettes. Bon, nous remarquons que la première phrase de cette phrase, c'est l'heure des J qui est arrivée. Non, bref. Bon, celui qui a la réponse me répond. Hein. Ok, c'est au vol. Okay. Ah ouais, mais c'était question d'actualité, d'une actualité que personne ne suit. Pas tout à fait. Vas-y, balance. Vas-y. Alors, j'ai une question série pour vous. Vas-y. Quel jeu vidéo français va être adapté en série télévisée? Rayman ou Assassin's Creed? Non plus. Ah ben merde.
Attends, il y a quoi? Alone in the Dark? Non. Ah putain. Ça a déjà été fait en film, mais non merci. Le soldat inconnu? Non. C'est un jeu vidéo français? Oui. Tu dis? Avec des acteurs américains. Oh. Sans déconner. Un jeu vidéo français? Ouais, non, Attends, on parle de série de jeux vidéo, c'est pas mon truc. c'est plutôt mon truc. Elliot Page sera à la production. Ah, génial. Ah, bah ça va être genre Heavy Rain ou... L'autre, Beyond Two Souls. Beyond Two Souls va être adapté en série télévisée. Oh là là. Ouh. Il y a Willem Dafoe, c'est cool. Ouais, mais franchement, revient, des 3, je trouve, c'est le moins bien. C'est le moins bon. C'est le moins... Enfin, des 4. Il y en a eu 4, oui, il y a eu des 3 derrière. Bah non, mais c'est Heavy Rain, Beyond Two Souls et D3, et le 4e c'est Fahrenheit. Mais ouais. Il est bien avant, en vrai il est plutôt expérimental parce que il a pas encore fait. Il est pas au niveau d'un Heavy Rain où il revient avec des trucs bien. Mais... Ouais. Ok. Bon, ça fait un point, mais un point forcé. Et pour qui? Pour moi. Voilà. De quoi? C'est moi qui commence à te balancer et tu me le voles. Oh là là. Bah ouais, mais c'est pas beau. Bon. Extrait très court de la BO de Baldur's Gate 3. Ouais. Baldur's Gate 3, c'est ça ta réponse? Baldur's Gate 4. Quel jeu vient après Baldur's Gate 3? Baldur's Gate 4. Alors, j'ai une question très spéciale à vous poser qui concerne Baldur's Gate 3, mais surtout Kingdoms Come Deliverance 2. Ok. Qui fait polémique parce que la version française est à chier. Étonnant. Et avant même la sortie, le développeur a commandé une nouvelle version française intégrale. Ok. Même s'il y a quand même quelques voix sympas, comme celle d'Alexandre Gillette, etc. Mais globalement, c'est pas au niveau. Ok. Mais il y a une excuse. En tout cas, celle du développeur. Ils étaient malades. À 500 000 près, combien y a-t-il de mots dans le script du jeu Kingdoms Come Deliverance 2? 3 millions 6. Moins. 2 millions 6. Un petit peu moins. 2 millions. Un petit peu plus. 2 200 000. 2 millions 2. Mais attends, à chaque fois, non mais il dit à 500 près et je suis dedans. 500 000 près. Oui, mais je suis dedans à 2 000. C'est lui qui gagne. Ouais. Non. Mais il a donné le chiffre exact après. Mais c'est lui qui était le plus proche. Et bim. Non, t'as dit 2 millions 1. Ah, t'es pas à 500 000 près, 2 millions 2, je suis dedans. Non, en donc, vrai. 2,2 millions pour Kingdoms Come Deliverance 2. Et quel rapport? Rapport choucroute? Rapport avec Baldur's Gate 3, c'est que Baldur's Gate 3 avait atteint un record avec 2 millions de mots dans le script. D'accord. Oui, mais quel rapport choucroute? Parce qu'il y a beaucoup de mots, ils peuvent pas faire un bon doublage? Je sais pas. Ah, ok, c'est l'excuse qu'ils ont trouvée. En mode, il y a trop de mots. Non, mais les gars, sérieux, dans ce cas-là, arrêtez, faites pas de doublage. Hein. Faites autre chose. Grave. Ouais, je vous mets un peu de Popol Vuh, j'aime bien. Ouais. C'est le thème du film Nosferatu de Werner Herzog. Est-ce que vous pouvez me citer le nom des autres réalisateurs qui ont fait des Nosferatu? Non. En 22 et en 2024. Non. Bah 24, merde. Celui de 2024. Je m'en souviens plus. Si, c'est celui qui a fait Northman, mais je me souviens plus comment il s'appelle. Je l'ai dit. Non, Skarsgård, c'est l'acteur. Skarsgård, c'est l'acteur. C'est Bill Skarsgård d'ailleurs là. Je sais plus comment il s'appelle. Nous avions en 79 Werner Herzog, en 2024 Robert. La Fondue, voilà. Eggers, ouais. Et en 1922, je sais plus. Je me souviens. Le Nosferatu 2. 1922, moi c'est comme ça que je l'appelle. Murnau. Murnau, d'accord. Willem Friedrich Murnau. D'accord. Pouvez-vous me citer en question subsidiaire les acteurs qui ont joué Nosferatu? Les trois. Eh ben, Skarsgård. Bill Skarsgård, Herzog. Non, pas Herzog. Pas Herzog, Kinski. Voilà, Klaus Kinski, Skarsgård. Et dans le Murnau. Et je m'en souviens plus. C'est le nom d'un méchant dans Batman. Le Joker. Non, dans Batman. Pingouin. L'autre méchant. Dans Batman le défi. Bah, Catwoman. L'autre méchant. Dans Batman le défi. Oui. Ah oui, c'est le. Oswald Cobblepot. Non, c'est. Christopher Walken. Il joue. Ah putain, comment Max, oui. C'est le nom d'un ogre vert.
Max Schreck? Ouais, c'est presque. Max Schreck. C'est Schreck. Ouais, putain, ouais, mais voilà. T'as toujours des questions, toi. Bah, en même temps, si vous connaissez Burton, vous connaissez la réponse. Mais on n'aime pas les couilles de Burton. Bah, écoute, au moins... Il fait tout le temps la même chose, il nous fait chier. Quel projet le réalisateur Guillermo del Toro et Tom Cruise n'arrivent pas à mettre en place depuis 20 ans selon vous? Quel projet Del Toro et quel film il n'arrive pas à réaliser et il y aurait Tom Cruise dedans. Et tous les deux ils sont en galère alors que Tom Cruise est producteur, quoi. Aucune idée. C'est l'adaptation d'un bouquin, d'un classique de la littérature fantastique. Très bien. Du 19e siècle, de la fin du 19e, début 20e. Très bien. Un auteur spécialisé dans le fantastique. Ouais, attends, t'as dit quoi, fin du 20e? Fin du 19, début du 20e. Surtout début du 20e. Un milieu sous les mers. Non. C'est pas un Jules Verne? Non. D'accord. C'est un auteur américain. Ok. Ah, putain. Spécialisé dans le fantastique. C'est un Dracula? Et dans l'horreur. C'est Dracula? Non. Non, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est anglais. Ça, c'est des anglais. Bram Stoker était anglais aussi. Ouais, il était anglais, ouais. Je suis trop con. C'est une excellente question. Le créateur d'une mythologie qui... Conan? Non, l'autre. Il y a un autre? Ils étaient contemporains, les deux. D'accord, ok. Ils éditaient dans le même magazine. Et on a créé un jeu de rôle avec l'univers de ce monsieur. Donjons et Dragons? Non, l'autre. Je vois jeu de rôle le plus connu, après Donjons et Dragons. Solar Valkaran. Non, j'aimerais bien, mais... bah non, je vois pas. Pourtant, je joue beaucoup. Personne n'a joué à l'Appel du Cthulhu? Ah, putain. Alors, oui. Attends, par contre, oui, mais... Guillermo del Toro et Tom Cruise se cassent les dents depuis 20 ans à adapter un bouquin d'H.P. Lovecraft. Lequel, selon vous? Bah, l'Appel de Cthulhu. Non. Horreur à Arkham? Non. Qui a inspiré John Carpenter, qui a, lui, réussi à faire un truc avec. The Thing. Voilà. Quel bouquin de John Carpenter, de Lovecraft a L'étrange créature d'un autre monde. Non. Non, ça c'est... C'est The Thing. Oui, mais non. Non, mais je me souviens plus comment il s'appelle. En plus, je l'ai lu, mais j'ai oublié son nom. Bah, moi, je l'ai pas lu. Les montagnes hallucinées. Oui, putain. The Thing. Del Toro et Tom Cruise galèrent depuis 20 ans à adapter Les montagnes hallucinées. Donc, au final, regardez The Thing de John Carpenter. Oui, qui est entre autres adapté de ça et aussi d'une nouvelle de D.W. Campbell qui s'appelle Who Goes There. The Thing. D'ailleurs, Who Goes There a été réédité en édition intégrale. Je sais pas qui est l'abruti qui avait perdu la moitié du bouquin quand il a été édité en nouvelle. Ça devait être Konami. C'est des spécialistes. Non, mais l'histoire de ce bouquin, c'est que il a été édité en nouvelle à l'époque, qui a inspiré les 3 films qu'on connaît. Ouais. Et l'éditeur s'est dit, tiens, c'est bizarre, j'ai 122 pages au lieu de 22. Ah bah, il y a un bouquin entier, en fait. on l'avait perdu. Il devait travailler pour Konami. C'est des spécialistes. Donc, le bouquin a été réédité et un film va être adapté de tout ce livre. Parfait. Pour donner une... Parce que, genre, The Thing, c'est les 22 premières pages. C'est l'adaptation de la nouvelle qu'on connaissait tous, Who Goes There, mais Who Goes There, aujourd'hui, c'est aussi un livre qui fait beaucoup plus que ça, parce qu'ils ont oublié toutes les autres pages. Putain, les mecs. Oh, les cons. Dernière question. À 2 millions près. Oh putain. 4. Combien de vues a atteint la vidéo drama de Sylvain Lévy et de la dernière fois, elle était à 4,5 millions. La dernière fois, elle était à 4 millions. Ah bah là, elle a explosé. Elle est à 7 millions. J'ai regardé à 11h aujourd'hui. Ah bah 10 millions. Ah, beaucoup plus que ça. Ah putain, merde. 20 millions. Ah, beaucoup plus. Non. 100 millions. Ah, plus. Elle a tapé le milliard. Ah, pas encore, non. Eh ben... 5 millions. 500 millions. Plus. Plus de 500 millions. Mais attends, je suis entre... Là, c'est bon aussi. 800 millions. Oui, non, mais c'est bon. Mais si vous trouvez le chiffre, on est bien. Bah vas-y, maintenant. C'est moins de 800 millions. 700 millions. 700 millions 500. Après, 700 millions 400. J'ai l'impression que je s'en Alors, j'ai le chiffre que je l'ai récupéré à 11h ce matin. Ouais. 711 857 182. Faut que tu me racontes ce drama. Ah, mais en même temps, tout le monde aime le porno, hein, vu ce que l'autre il se prend. Alors, on va résumer le drama Villebrequin. Alors, Villebrequin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Villebrequin est une chaîne de vulgarisation d'automobile, pour ceux qui ne la connaisseraient pas, qui s'est arrêtée en 2023. C'est ça.
Il y avait les deux présentateurs, Pierre et Sylvain Lévy et Pierre Chabrier. Ouais. Sylvain Lévy est un spécialiste de l'automobile, Pierre Chabrier spécialiste de l'audiovisuel qui aimait bien les voitures. Okay. Grosso modo, c'est ça. À la fin de l'aventure... Alors, pour te resituer, Kevin, ils étaient... Alors, nous, on les voyait pas parce que c'était pas notre fil à nous, c'était pas nos algorithmes, mais ils étaient très, 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 très gros. Hein. Villebrequin, ça faisait vraiment beaucoup de vues. La dernière saison de ils ont fait Top Gear. A été partagée avec Top Gear France parce qu'ils avaient signé aussi 9 émissions avec Top Gear diffusées sur RMC Découverte. Et... Comment dire, le programme a explosé en audience parce que les 8 premières saisons n'étaient pas folles. C'est ça. Et Villebrequin est arrivé et boum, carton. Ok, d'accord. Mais ça se passait mal entre eux. Ok, d'accord. Même si je regardais on ne savait pas. Les mecs, c'était des boss de YouTube. Ah oui, des gros. Hein. Et les mecs font une dernière émission pour faire leurs adieux. En gros, la chaîne Villebrequin s'arrête et ils se disent, on va continuer chacun de notre côté. Jusque-là, Sylvain continue et pas trop de nouvelles de Pierre, jusqu'à ce que Pierre sorte une vidéo, je sais plus quoi, Sylvain, non, c'est l'inverse. Bon, bref, je vous dis toute la vérité. 11 millions, putain. Putain, 11 millions. Oui. 11 millions de vues. Il dit, je vais vous dire toute la vérité, en gros, et il commence à dire, donc Pierre, c'est l'audiovisuel, dit, Sylvain, en gros, vous... m'a volé de l'argent, il m'a volé le multiplat. Alors le multiplat, c'est une voiture, c'est une Fiat qui a 2 étages, qui est dégueulasse, et en fait leur délire à eux, c'était d'en faire une voiture de course. Ils en ont fait une transformation à 1000 chevaux, qui a fait les 24 heures du Mans. D'accord. Donc 1000 chevaux, c'est un truc Ah oui, ça cartonne. Ça balance. Hein. Voilà. Et du coup, il a dit que il a mis plein d'accusations, comme quoi c'était un enfoiré, qu'il avait signé des trucs pour que les mecs qui travaillaient sur l'équipe Villebrequin n'aillent pas travailler avec Pierre, qu'il avait viré sa nana quand elle était en CDD et qu'il lui avait tiré le multiplat. D'accord. Qu'il lui avait volé le multiplat et qu'il avait volé de l'argent aux abonnés. Et il lui en met plein la gueule et il se met à chougner. Cette vidéo, elle arrive à un moment où sur la chaîne de Sylvain, il sort une vidéo où il dit « J'ai sorti le multiplat, je pouvais pas le faire avant, je le sors ». Ce qui lui a fait très très mal et très peur. Et lui sort une vidéo en disant « Ouais, mais faut que je vous raconte la vérité, c'est un connard, machin, tout ça ». Voilà. Grosso modo, voilà. Pas de réponse pendant 6 mois. Sylvain ne répond pas. Sylvain, c'est lequel? C'est celui qui est spécialiste d'auto. Ouais, c'est ça. Lui, il ne répond pas. Fait ses trucs de son côté, etc. Se prend une shitstorm monstrueuse. Il perd. Il n'avait pas tout à fait 1 million. Il avait 700 à peu près. Et quand Pierre fait sa vidéo, il perd 450 000 abonnés. Voilà. Ah oui. Ouais. Que Pierre récupère. Et en début d'année, une vidéo sort qui s'appelle Bonne année, Pierre vous a menti. Pierre vous a menti et bonne année. Mais Sylvain, turbo termine. Pierre Chabrier a fait une vidéo où il est sur un fond blanc, où il parle tout simplement, il y a très peu de cuts, et il dit il pleure. Enfin, c'est un peu la vidéo de Norman. Parce que Sylvain la compare à la vidéo de Norman. J'ai pas vu la vidéo de Norman. La vidéo de Norman, c'est très simple, j'ai pas pu vous parler parce qu'il m'est arrivé plein de choses, on m'a fait du mal, etc. J'en pleure, tout ça, voilà. C'est ce que fait Pierre Chabrier. Et il chie sur son associé en disant c'est de sa faute. À chaque fois que je vois sa photo quelque part, j'ai envie de me suicider. Enfin voilà quoi. Juste l'évocation de son nom, ça me met mal. Enfin, mec, il fait sa pleureuse. Surtout, il fait la chougne. Il étale devant nous des trucs qui devraient rester privés et grosso modo. Quelques mois plus tard. Ouais, 6 mois plus tard. Voilà, Sylvain, qui en a marre de se prendre une shitstorm monstrueuse parce qu'il n'est pas le seul à se la prendre, ses proches aussi, les équipes avec qui il travaille, etc. Attends, ce qui me fait rire, c'est décide de sortir une vidéo qu'il tourne le 24 décembre. Joyeux Noël. Alors, là-dessus, il tourne la vidéo le 24 décembre, et c'est ce qu'on te disait avant, il l'atomise, hein. Il le turbo-baise. D'accord. Mais c'est la vidéo la plus violente de débunkage et de drama all over the world, jamais. Tu ne peux pas défoncer quelqu'un plus que ça. Alors, ce n'est pas forcément juste, c'est pas forcément Sylvain qui a la vérité, on sait pas, on s'en fout. Oui. Mais la vidéo, il a pris chaque argument et il lui a défoncé sa gueule. Mais preuve à l'appui. Il rigole zéro. Et moi, ce qui me fume, il sort toutes les factures. Il sort toutes les factures, tout. Il le turbo-termine. Il le met en PLS. Et le pire, c'est que Sylvain, quelques jours après, dit « J'avais fait une vidéo à chaud, mais elle était trop violente, donc on a attendu. » Quand tu vois la violence de la vidéo qu'il a sortie... Sa vidéo à chaud, il l'avait fait avant la vidéo de Pierre. Non. C'était censé être l'intro de la vidéo où il ressort le multiplat. Et il a coupé ça
Parce qu'il se dit, ouais, mais non, j'ai signé un contrat, machin. Non, justement, il l'a dit lui-même, après la vidéo de Pierre, il avait une vidéo réponse, mais genre pour sortir 3 jours après, mais il a dit, je la sors pas, elle est trop violente. Alors, vu comment il lui a tartiné le fiacre... Surtout que ce qui va poser problème à Sylvain, même si tout le monde le considère comme un héros, c'est qu'il avait signé un contrat où, à la fin de Villebrequin, il y avait écrit « non-dénigration ». J'ai dit, tu dis pas du mal de moi, je dis pas du mal de toi. Ouais, mais comme l'un a pas problème. Mais bref. Et là, par rapport à ça, mais derrière, là, il le baise. Hein, donc. Là derrière, tout le monde se dit Pierre en fait nous a menti. Ouais. Et donc Sylvain gagne genre 600 000 abonnés derrière, récupère tout. Maintenant, il est à plus d'1 million. Et voilà. L'autre descend évidemment. Et Pierre refait un tweet pour s'expliquer. Pierre fait un live. Un live qui est, je pense, il y a en une phrase, ça résume tout Pierre Chabrier. Cette phrase, c'est « Si j'avais 8 millions d'euros sur mon compte, je serais pas là devant vous à vous parler. » Oui, parce qu'en fait, dans la vidéo, l'autre dit Pierre a un compte à 8 millions d'euros. Et en vrai, même moi, quand je l'ai entendu, j'ai dit 8 millions d'euros, ça fait beaucoup. Bref. Mais il a quand même chié un peu sur les viewers, là. Hein. Ouais, non, mais le problème, c'est ça, c'est qu'il a chié sur les viewers en leur disant vous êtes des cons, vous êtes des connards. Et il a pris tout le monde pour un con parce qu'à un moment, il présente une facture en disant vous voyez, la facture est payée. Et Sylvain, derrière, lui met le revers en disant mais tu te fous de la gueule des abonnés, ça, c'est la facture d'avril, nous, on est en 2025, tu me sors une facture de 2024. Mais il va te faire foutre. Il y a aussi oui, mais il y a aussi l'histoire d'échecs. Ah oui, il y a l'histoire d'échecs. Enfin, c'est un bordel sans nom. C'est très long, hein. Oh non, mais c'est très long, je t'en reparlerai. C'est très long et très très drôle à regarder. D'accord, ok. Parce que, bon, après, t'aimes ou t'aimes pas les dramas. Mais celui-là, c'est le big boss des dramas. C'est le boss final des dramas. Ouais, d'accord. Mais non, mais en fait, c'est pas le boss des dramas, mais c'est Sylvain. C'est le boss final du jeu. Il a tout. Moi, je connaissais pas. J'avais entendu dans mon fil, quand j'écoute des podcasts pour aller au travail et tout, j'avais entendu la vidéo de Pierre. Je me suis dit, ouais, bon, le mec, il parle de ça, mais le gars, et je me dis, bon, ouais, ok, c'est une vidéo drama, j'écoute pas. Et Nelly m'en parle, me dit, ouais, t'as vu? Je dis, ouais, moi j'ai vu celle de Pierre. Elle dit, ouais, mais il a répondu, elle est trop bien et tout, va voir, t'as Nelly, quoi. Parce que l'autre a fait une vidéo de divertissement. Mais quand je te dis. Il y a des cuts de partout, il fait semblant de mourir à plusieurs moments. Enfin, mais par contre, il a pas le temps. Il est là, il est en train de défoncer son associé. Il fait, vous voyez la personne là, bah c'est sa maîtresse. Et elle, c'est sa maîtresse. Mais il le défonce en direct. Non, mais la fameuse phrase de il tourne avec sa maîtresse dans le plus grand des calmes. Non, parce que le mec, au début, il dit, oui, l'aventure Villebrequin, ça m'a coûté mon couple. Pierre, il dit ça, c'est genre, ouin. Et l'autre, il dit, ce qui t'a coûté ton couple, c'est surtout les adultères, parce que là, c'est sa maîtresse, il tourne avec sa maîtresse dans le plus grand des calmes. Mais il le turbo-règle, quoi. J'avais jamais vu ça. Ah putain, oui, il y a pas un moment où il lui défonce pas sa gueule. Ah, c'est violent. Parce qu'il en peut plus, hein, vraiment. Hein. Mais tu sais, le mec, il serre les dents et qui dit rien. Le mec, tu sais, l'autre, il dit oui, il a viré ma meuf. Je te dis, Sylvain, il est allé mettre le CV de la meuf pour dire je vous vois là, elle savait rien faire, elle était là pour faire de la production, elle était coiffeuse avant, qu'est-ce qu'elle fout là? Il a tout débunké, preuve à l'appui, c'est un bordel. Il en a pas rajouté plus. Non. À part le coup des maîtresses. Parce que le coup des maîtresses, c'était pas dans la vidéo de Pierre. Parce qu'il y a un moment, je regardais Villebrequin avant. Et il y a une vidéo de Villebrequin qui est super chelou en termes de montage. Parce qu'à un moment, il y a Pierre qui face cam qui dit faut que j'y aille. Je peux pas finir la vidéo, je m'en vais. D'accord. Et le plan d'après, c'est Sylvain avec tous les autres qui fait est-ce que vous voulez faire 1 minute de silence pour Pierre? On fait rien à foutre. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Et pendant la vidéo d'explication, il remet les images et il fait oui, c'est parce que sa meuf a découvert des photos. Donc il a dû partir. Ah non, mais. Et aujourd'hui, sur toutes les anciennes vidéos de Villebrequin, t'as des commentaires en mode ah, c'était à ce moment-là. Ah, c'était ça. Ah. D'accord, ok. Là, Tommy, il le déchire. Il explique les moments, pour lui, à quel moment, lui, il a voulu arrêter la chaîne YouTube. D'accord. Il y a le GP Explorer 1, parce que Sylvain de Villebrequin, il n'est pas seulement passionné d'automobile, il a gagné le GP Explorer de Squeezie. D'accord. Donc le GP Explorer, c'est tous les youtubeurs en F4, organisés par Squeezie. Sur le circuit du Mans. Sur le circuit du Mans, qui font de la F4, c'est ça, c'est de la F4. C'est ça, oui, c'est de la Formule 4. Et du coup, ce qui le fait, c'est que quand tu es spécialiste auto, tu gagnes, le GP Explorer. Et le truc, c'est que lui gagne,
Et l'autre, qui était aussi dans la course, a été obligé d'abandonner. Merde. Et il est parti, ça a été un caca nerveux impossible en mode ouais mais moi je voulais pas le faire parce que moi je sais pas conduire, je voulais pas qu'on sache que je sais pas conduire, enfin voilà quoi, il a dû vivre ça tout le long. D'accord, ok. Et après il y a eu Top Gear qui a été le clou sur le cercueil de Villebrequin où ça s'est très mal passé pour les deux. D'accord. Enfin, il faut voir les vidéos. Ah ouais, non, mais... Moi, j'aimais déjà Villebrequin avant, parce que mais je savais que si Sylvain répondait, il répondrait comme ça, parce que je le connaissais, le bonhomme, un peu. En plus, monsieur est stéphanois, donc je sais. C'est une sale engeance, mais il l'a prouvé, quoi. Un stéphanois contre un parisien, ça peut que finir comme ça. Il l'a défoncé. D'accord, mais personne n'a fait ça. Je veux dire, des vidéos drama, il y en a des tas. Personne n'est allé aussi loin. Et c'est surtout maintenant, il y a plein de mèmes. Le merci, grand seigneur, bah, je le faisais, merci. C'est trop gentil, merci. T'essayes de me baiser le cul, mais merci. Il y a des mèmes de partout. Ah, c'est drôle. N'importe quoi, ce drama. Oui, mais cette vidéo, je l'ai vue 2 fois, tellement. Je veux dire, à un moment, j'y ai pas cru tellement. Ouais, nous aussi, je crois, on l'a regardé 3 fois. Et maintenant, Pierre Chabrier a un surnom sur les réseaux. Le comte de Monte Cristo. Voilà, parce qu'à un moment, il explique qu'il fait semblant de pleurer en mettant des cristaux de menthe là. Ouais. Comment il le sait? Parce que sur Top Gear, c'est lui qui l'a expliqué. Donc il l'a dit à des milliers de téléspectateurs. Voilà, si vous voulez pleurer, vous mettez des cristaux de menthe là et tout de suite, ni. D'accord. Donc dans sa vidéo, il l'a fait. Et maintenant, sur les réseaux, Pierre est devenu le comte de Monte Cristo. Ah ouais, mais le mec, il se prend un shitstorm, mais en même temps... Hein, mais il en a envoyé un monstrueux il y a 6 mois. Oui, c'est pas faux. Donc il se prend juste le smash de retour, c'est tout, c'est c'est du tennis là. Hein. On sème ce qu'on récolte. Alors, oui, mais c'est du tennis, c'est du tennis, Prince of Tennis. L'autre, il a mis un revers à défoncer les dinosaures, il lui a mis une météorite dans la gueule, enfin, il l'a arraché. Ce que je trouve très intelligent, c'est que derrière, il a refermé la porte tout de suite. Ouais. Il a fait un live en disant je vous en dirai pas plus parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Si on doit régler quelque chose avec mon associé, on le réglera devant les tribunaux, c'est tout. Je voulais juste que ça s'arrête parce que moi, vous m'envoyez des shitstorms dans la gueule depuis 6 mois, j'en peux plus. C'est tout. Oui, d'accord. Oui, c'était juste pour dire on remet l'église au centre du village. Il se faisait casser la gueule depuis 6 mois, il a dit maintenant j'en ai marre. Mais pas que lui, parce que tous ses associés aujourd'hui, à la Fabrique Auto, tous les gens qui travaillaient avec lui, etc., se prenaient des tonnes de merde parce qu'ils avaient choisi Sylvain. D'accord, ok. Ouais, mais bon. Donc voilà. Drama YouTube. Ouais. Moi j'aime bien les dramas. Moi non. D'habitude je m'en fous. Mais sachant que je les connais un peu les deux, que je regardais ce qu'ils faisaient. Moi j'aime bien les dramas. Moi c'est un monde que je connais pas du tout et auquel. Mais c'est vrai qu'à chaque fois tu me fais passer une très bonne soirée quand tu me racontes les dramas. Ah ouais. Celui-là c'est le plus drôle. Hein. Je crois que c'est le plus drôle. Ouais, en fait, non, c'est surtout que celui-là, il est exceptionnel par rapport au fait que mais même Pierre en a parlé. Se fait turbo monter en l'air par Sylvain. Mais en vrai, je trouvais et sa réponse était le plus croustillant. Je trouvais le drama Vox Menteur était 1000 fois plus croustillant, quoi. Et encore, il se fait débunker petit à petit sur le drama là. Ouais, ce drama-là a quand même beaucoup d'arguments. Alors, parce que tout le monde au début, comment il s'appelait? Thomas Citrix était pire, enfin niveau shitstorm, mais la première vidéo qu'il fait, il l'a fait en 3 parties. Ouah, il leur en met plein la gueule et je sais pas comment ça s'est goupillé. Après, il y a toutes les affaires d'harcèlement sexuel qui tombent de machin, Tsubomi, machin. Tu vois que depuis le début, il dit la vérité, mais c'était tellement croustillant, c'est la pépite, quoi. Oui, bah. Je l'ai oublié celui-là, tu me le raconteras, je pense. Vox Menteur, ouais. Ça, c'est plus vieux. C'est le vieux YouTube. Et ouais, il me semble que c'est vieux ça. Hein. Vox Menteur, en fait, c'est pas si vieux parce que. Enfin, ça a 4 ans. Attends. Ouais, ça a 4 ans. C'est vieux. Hein, la vidéo originale des Vox Menteurs, c'était 2020. C'était pour Japan Expo 2021, ouais, c'est ça, je crois. Mais c'était ça a 4 ans. N'importe quoi. Et en fait, c'était les Vox Makers. Donc, surtout que je les connais, ces connards, personnellement, certains. C'est vrai? Ouais. Ah bah t'as de la chance, visiblement. Et du coup, ils avaient fait une vidéo comme quoi ils avaient dit notre ancien manager nous a harcelés, machin. Tu m'en as parlé. Et c'est parti super loin. Et au final, en fait, ça a fini au tribunal. Hein. Ouais, on n'a pas la réponse. Le mec, il est arrivé en disant voilà, moi j'ai les preuves, j'ai machin. Et qu'il a dénoncé. Ouais, et c'est surtout, en fait, c'est ce que je disais. Non, alors, il a pas, justement, il a pas dénoncé, il a débunké tout ce qu'il disait. Ouais. Il a montré que certaines choses n'étaient pas vraies, mais il a rien dit. Et après, en fait, tous les mois,
enfin tous les 3-4 mois, t'avais une vidéo qui sortait. Un tel est accusé de viol, les ex de machin, les machins, les détournements de fonds avec Tsubomi. Enfin, c'était un bordel, quoi. D'accord. Et c'était très croustillant. Et moi, j'aime bien. Et je trouve que là-dessus, où Sylvain, pour Villebrequin, a fait un peu dans le divertissement. Ah oui, totalement. Il fait des montages, il fait des... il n'allait pas faire la même vidéo. Thomas Sirix, il s'est posé... Masterclass, il s'est posé avec une table, un fond blanc, un micro. Il a envoyé la vidéo et il a débunké preuve à l'appui. Pa. Chirurgical. Le mec était trop fort. D'accord. Et après, moins drôle. Ah, vraiment moins drôle. Par contre, c'est moins divertissant, mais en revanche, pareil, ceux qui nous écoutent, allez les voir, on fait de la pub, mais Thomas Sirix a fait tout plein de vidéos sur l'envers de YouTube, l'envers des conventions, tout ce qui se passe en convention et tout, machin. Alors, c'est très bien fait parce qu'il a tout anonymisé, mais du coup, tu vois vraiment, et ça s'appelle l'envers du décor, et tu vois l'envers du décor, et si ça t'intéresse un peu, c'est vraiment très intéressant, ces vidéos, où par contre, c'est à boulet rouge, hein, il défonce tout ce qu'il peut défoncer, il le défonce. D'accord, ok. Je vous propose qu'on enchaîne. Oui. C'est l'heure des sorties ciné. Ah, c'est moi ça. Ouais. C'est pour toi. Alors, c'est pour moi. Alors, ça a été compliqué de faire une sortie ciné là, parce que je trouve que il n'y a rien. Ouais, c'est ça, c'est très pauvre. Donc attends de voir la sortie jeux vidéo. Ouais, mais jeux vidéo, c'est toujours, c'est toujours comme ça, les périodes. Attention, on ne casse pas le matériel. C'est toujours comme ça, les sorties jeux vidéo, c'est toujours vers avril qu'on a des trucs. Là, en fait, ils sortent à Noël et après. Ouais, mais là, en ciné, c'est ce qu'on disait avant l'émission en off avec Yann. Ils ont envoyé le pâté en décembre. Et maintenant, il n'y en a plus. Donc, en janvier, je reviens pas sur ce qui est sorti en janvier parce qu'il n'y a pas grand-chose. J'ai noté une sortie en février, donc le retour de Marvel. Avec Captain America Brave the New World. Ah, il sort en février ? Ouais. Oh là là. C'est réalisé par Julius Ona, qui a réalisé Cloverfield Paradox. Ouais, ça va. En vrai, ça va. Ouais, ça va, mais... c'est pas si pire. Il n'a pas grand-chose... le truc, c'est qu'on lui donne quand même un très gros film, parce que Marvel, maintenant, c'est des très gros films. C'est pas du très bon cinéma, mais c'est des très très gros films. Et il n'a pas une filmographie énorme. John Watts, on lui a donné des très gros films, il n'a jamais rien fait non plus. Donc, voilà. Marvel, ils prennent des mecs qui peuvent manipuler. Et voilà. Ouais, c'est ça. Donc, peu après avoir fait la connaissance du nouveau président des États-Unis, Thaddeus Ross. Donc, Thaddeus Ross, c'est pas le. C'était pas. Il est mort, l'acteur qui joue Thaddeus Ross. C'est le sénateur Ross, c'est celui qui demande. Oui, c'est celui dans voilà. Maintenant, c'est Harrison Ford. Et maintenant, c'est Harrison Ford, en revanche. Et on a le droit de spoiler. Donc, Sam Wilson et oui, parce que la bande annonce a. Il le montre. C'est Red Hulk. Ouais. Bon, voilà. Donc voilà, Sam Wilson. Donc il faut avoir vu. Et Captain ça c'est très chiant. Soldat de l'hiver se retrouve plongé au cœur d'un gigantesque incident international. Dans une lutte acharnée contre la montre, il se retrouve contraint de découvrir la raison de cet infâme complot avant que le véritable cerveau de l'opération ne mette bientôt le monde entier à feu et à sang. Donc c'est un Marvel qui va demander d'avoir vu les séries, donc ça c'est très chiant. Par contre, ils ont l'air d'avoir voulu reprendre le format Captain America et le Soldat de l'hiver qui était plus sur de l'espionnage que sur du super-héros. Et ça peut être cool. Ça peut être cool. Et ça peut être cool parce que je trouve que Captain, encore une fois, vous pouvez voir vous pouvez retourner sur les podcasts Marvel qu'on avait fait l'année dernière, à peu près à cette période d'ailleurs, où je disais que je pense que c'est que Captain America et le Soldat de l'hiver était le meilleur film solo de super-héros de Marvel. Et aujourd'hui encore, donc je suis assez mitigé sur cette sortie de ce nouveau Captain America. Je suis à jour pour la mythologie Captain America puisque j'ai vu la série. Mais voilà, donc ça me fait chier parce que les mecs qui n'ont pas vu la série... c'est chiant quoi. Mais ils vont prendre un format espionnage contre espionnage qui avait dans Captain qui était ultra rafraîchissant dans Captain America le Soldat de l'hiver et je me dis que ça peut être cool. Donc sur ce, on va passer sur des films de mars. J'en ai noté 2 en attendant. Donc on verra ce qui va encore se décanter en février pour la prochaine sortie ciné. Donc le premier c'est Mickey 17. Je vois. Donc Mickey 17. Alors nous, voilà. Mais pour ceux qui ne savent pas de quoi je pourrais parler, c'est réalisé par Bong Joon-ho, qui a à son actif quand même le très prisé Parasite. Tout à fait.
avec Robert Batman Pattinson et Mark Hulk Ruffalo quand même. Ouais. Voilà, Mark Ruffalo, acteur que personnellement j'adore. Donc pour le résumer, pour Mickey, mourir c'est une habitude. Il est un consommable engagé volontairement pour tester les dangers auxquels est soumise l'humanité. En cas de décès, il se retrouve régénéré avec la plupart de ses souvenirs. Mais que se passe-t-il si Mickey 17 survit à Mickey 18 ? Voilà, ça va être joyeux, je pense que ça va être génial. Ça va être exceptionnel. Ça, c'est un film, je l'attends beaucoup. Je l'attends beaucoup, et voilà. Et là, c'est Nanarland. Maintenant, le dernier film que je vais parler. Oui. Alors, moi, je l'attends parce que j'adore les nanars. Les nanars-là, fait par ce réalisateur avec cette actrice. Vous l'aurez deviné. Non, tu fais chier. Oh oui. Vous l'aurez deviné, je vais vous parler de In the Lost Land. Donc, In the Lost Land, c'est réalisé par Paul W.S. Anderson, qui fait de très mauvais, mais personnellement que j'adore, les très mauvais. Des nanars à 10 millions. C'est ça. Mais que j'adore les Resident Evil, pas le Welcome Umbrella, les autres, ceux qui n'ont aucun sens dans leur titre. Ah bah, comme les Trois Mousquetaires, comme Monster Hunter. Et donc, sans surprise, avec Mila Jovovich, qui jouera un personnage qui s'appelle Alice. Dire que la création et dire là, mec, en termes de création, t'es presque au niveau de Tim Burton. Hein. Bon, alors qu'est-ce que ça raconte ? Alors, une reine pactise avec la puissante et redoutable sorcière Grey Alice afin qu'elle lui apporte un trésor capable de lui conférer un pouvoir immense. Alice et son guide, le vagabond Boyce, doivent s'aventurer dans... c'est Dave Bautista, Boyce, manifestement. Ok. Donc voilà. Doivent s'aventurer dans les dangereuses contrées perdues. Là, ils devront déjouer et combattre hommes et démons pour honorer leur part du contrat. Bon, alors... C'est pas la nouvelle de George Martin C'est pas adapté de la nouvelle de George Martin ? Je sais pas si c'est adapté de la nouvelle de George Martin, mais en lisant les divers résumés, etc., moi, ça m'a fait penser à Witcher. Ça m'a fait penser à Witcher. C'est une sorcière qui suit des contrats et qui va affronter des démons et tout. Écoute, mec, t'es plus dans la création, là. Tu as destitué Tim Burton. Félicitations. Mais là... J'adorerais assister à un tournage de cet homme. Ah bah moi aussi. J'adorerais le voir diriger des acteurs. Non mais le mec, on sait qu'est-ce qu'il va faire. Il va s'éclater. Il va nous sortir une bouse qui sera soit... Alors, Paul W.S. Anderson, c'est soit le gros nanar, soit un bon film, parce qu'il a quand même fait Event Horizon. Non, il a fait un bon film sur toute sa carrière. Oui, et Mortal Kombat 2, et Mortal Kombat Non. Arrête, avec Christophe Lambert. Comment ton film Into the Lost Land. C'est le réalisateur du remake de La Course à la Mort et d'Alien vs Predator aussi. Hein. Ouais, j'aime bien Alien vs Predator, il est cool. Voilà. La Course à la Mort, je l'ai pas vu, mais voilà. Donc c'est soit et Alien vs Predator, c'est cool. Donc ça va être soit un gros nanar, soit un bon film. Mais quoi qu'il en soit, moi je sais que je vais passer un bon moment, donc j'irai le voir. Moi je respecte beaucoup Anderson pour une raison très simple. C'est qu'il s'amuse à mort. Je suis sûr qu'en réalisant, il s'amuse à mort. Mais c'est exactement ça. Ça me fait penser à un enfant qui réalise. Mais réellement, pour le coup... pour moi, c'est ce que Michael Bay devrait être. Ah, je sais Second pas. degré. Ouais, je sais pas, mais peu importe. Moi, W. Anderson, j'aime ses Resident Evil. C'est des nanars, je le reconnais. C'est Resident Evil en tant que réalisateur, oui, mais les autres, non. J'aime sa saga Resident Evil, en tout cas. Resident Evil Apocalypse. Ah non, ouais, pas le Apocalypse, c'est le seul... Ouais. Et Extinction non plus, c'est pas de lui. Ouais, c'est ça, c'est bien adapté de George Martin. Ouais, mais ça ressemble vachement à Witcher. J'aime ses Resident Evil. J'aime Event Horizon. J'aime Mortal Kombat, j'aime Alien vs Predator. C'est aussi le réalisateur de Soldier. C'est aussi le réalisateur qui est dans l'univers de Blade Runner. Bah, c'est le même scénariste. C'est la faute du scénariste, là, c'est pas la faute. Non, mais voilà. Donc, gros nanar qui me fait... Je pense que j'irai le voir parce que j'aime Paul W.S. Anderson. Mais voilà, à prendre avec de très très grosses pincettes malgré tout. Merci Kevin. Mais je vous en prie. Mickey 17. Il y a Mickey 17. Ouais, mais on verra ce qui va se décanter sur ce mois. Ouais. Mickey 17, je rappelle aussi Bong Joon-ho qui a fait Snowpiercer. Oui. Donc avec les acteurs américains qui sait faire marcher des acteurs américains. Voyez Snowpiercer, c'est très très cool. De ouf. Et on enchaîne.
Et on enchaîne. Avec quoi? Bah maintenant, c'est toujours à lui. Hein, je veux dire, que ce soit l'ABC Geek ou l'autre, c'est pour lui. Tu commences par quoi, mon kid? Commençons par l'ABC Geek. L'ABC Geek, très bien. Alors, l'ABC Geek, pour rappel, je vous donne un petit texte, commençant par A, B, C, D... Enfin, définition. Je vous donne un texte, une définition, pour vous présenter un personnage fictif. Toujours des personnages, d'accord. A, B, C, D, okay. E. Et ce n'est que des personnages. Ok. Et bah, vous me répondez à la sauvette et vous comptez vos points parce que moi, je m'en... Et potentiellement, si je trouve ce que j'ai écrit un peu marrant, même si vous avez la réponse, je continuerai. Alors attends un tout petit instant. On va prendre un crayon pour compter. Lui, il est là pour la gagne. Non, c'est pour éviter que je ne vole. Parce que tu le sais, je spoilie les points. Tu peux avoir un beau coffret d'une si tu gagnes. Tu l'auras même si tu perds. Bref, vas-y. C'est bon, on peut commencer? Vas-y. Allez, la lettre A. Alita. Non. Je préchote. Hein. T'as bien fait, mais c'était pas ça. Ok. Aya. Bien joué. Je vais pas jouer, je vais vous laisser. Barrett. Non, c'est pas Barrett. Donc, B. Meilleur détective de Londres, accompagné de son fidèle bras droit, il résout toutes les enquêtes. Celles-ci le mèneront à se mesurer à son Basile, détective privé. Basile, détective privé. Bien joué. C'est une souris, c'est pas un détective. C'est quoi son travail, tête de con? C'est une souris, ça n'a pas de travail. Lui, il a des travails puisqu'il a des vêtements. Et on peut avoir un travail que quand on a des vêtements. Et je le sais parce que à la base, je suis RH. Essayez d'aller à votre travail, la bite à l'air, vous allez être viré. Ça dépend quel travail. Oui. Effectivement. Donc, quand Rocco est venu habillé, on lui a dit de rentrer chez lui. Voilà. Donc voilà, égalisation de Yann. La lettre C. Cadet de sa famille, il est le plus connu. Tour à tour, chef d'équipe, leader charismatique, puis révolutionnaire hyper violent, il demeure une figure emblématique de son peuple. On l'a vu se battre aussi bien avec Ryu qu'avec le Capitaine. Il possède un pouvoir qu'il est trop classe, qu'on appelle Optic Blast, c'est Cyclope. Ouais, trop tard. Non, je l'ai dit sur la fin, mais normalement, tu dois pas dire qui c'est. Hein, si j'arrive à la fin, je le dis et vous avez avez mais pas d'accord, de point. C'est un je suis ABC Geek, d'accord. Ça promet. Parce que normalement, tu donnes la définition et puis nous, après, on se démerde. Ok, ça marche. D. Exception à toutes les règles, elle est un personnage réel. Elle a gardé des millions d'enfants. Dorothée, bien joué. 2-2 du coup. Ça a donné quoi d'ailleurs le club Dorothée là sur je l'ai pas regardé, j'ai oublié. Ça a marché en termes d'audience, en mais termes tout le monde s'est plaint. Sérieux? Oui, parce que Nikos parle beaucoup trop, que c'est pas elle qui animait, enfin voilà. D'accord, ok. Lettre E. Originaire d'une galaxie fort lointaine, il faisait partie du Sénat galactique. Après s'être écrasé sur la Terre, il a rencontré de nombreux enfants sympathiques. Expert en BMX et en déguisement. Oui. Je me fais atomiser. Il y a 3-2, Kevin. 3-1. Non, tu prends Cyclope. Ah, je prends Cyclope. Tu prends Cyclope. Allez, donne-lui. Alors, E.T., pourquoi originaire d'une galaxie? Parce qu'il est au Sénat galactique dans Star Wars, l'épisode 1. On peut le voir, des mecs qui ressemblent à E.T. Et ben moi, je restais sur Star Wars. J'étais en E dans Star Wars, il y a qui? Expert en BMX et en déguisement, il s'est également consacré à son objectif, établir la communication avec ses pairs. Après un coup de téléphone, ses semblables viendront le chercher. J'ai vu la marionnette de E.T. aujourd'hui. Ah ouais. J'en ai pleuré. T'as vu Brigitte Macron, quoi. Ça y ressemblait un peu. Ouais, je me disais. Avec des lambeaux en plus. D'accord. Oui. Allez, F. Connu comme le plus grand artiste de tous les temps, avant de faire une chute vertigineuse, son retour à ses origines marquera son grand comeback. Malgré un véritable attrait pour les hommes, il fréquente essentiellement des femmes. Chaque jour, il s'épile. C'est... Aucune idée. En F Et c'est fictif? Ouais. Putain. En F, fictif. Je sais pas. Vous l'avez pas? Non. Donc, connu comme le plus grand des artistes,
de tous les temps avant de connaître une chute vertigineuse. Son retour aux origines marquera son grand comeback. Malgré un véritable attrait pour les hommes, il fréquente essentiellement des femmes. Chaque jour, il s'épile et il s'appelle Fatal. Bien joué. L'attrait pour les hommes, c'est parce qu'il a fait une chanson qui s'appelle J'aime trop ton boule. Oui. Bien joué. Merci. G. Amnésique recueillie par un gentil docteur du quartier, elle passe son adolescence à faire du sport. Gali. Oui, tout à fait, Gali. C'était évident. Si c'était pas Alita, c'était Gali. Elle ne s'appellera jamais Alita et voilà, c'est tout. Je sais même pas de quoi on parle. Bon, ton Y, c'est Yoko. Non. Mince. Je sais même plus c'est quoi Y. H. Sa flamèche reflète son humeur. Depuis plus de 20 ans, il travaille sur son plan tandis que ses sbires rapportent le marchandising du fils de son pire ennemi qu'il cherche à neutraliser. Ancien boss emblématique dans l'exemplaire Kingdom Hearts 2, mais pas le 3 parce que c'est de la merde. Il est le dieu des enfers. Hadès. C'est lui qui l'a. C'est un dieu des enfers. Je l'ai eu avant. Oui, bah oui. I. E.T. Mais non. Mais qu'il est con, celui-là. Oui, en javanais, ça marche. Ça marche, c'est bon. Allez, I. Premier méchant de son œuvre, il rejoint par la suite le groupe des gentils pour les aider à mener la bagarre. Issu d'une caste supérieure à celle de ses amis, il est cependant considéré comme l'un d'eux. Mais si tous sont frères, si quelqu'un touche à son vrai frère, il n'hésite pas à lui péter les jambes. Il incarne le feu et le phénix. C'est... En I ? Ouais. Non, c'est pas Loki. On est une lettre trop tôt pour Jean Grey aussi, donc... I. Qui c'est qui pète des jambes en I ? Ah, purée. Non. Premier méchant de son œuvre, il rejoint par la suite le groupe des gentils pour les aider à mener la bagarre. Issu d'une caste supérieure à celle de ses amis, il est cependant considéré comme l'un d'eux. Même si tous sont frères, si quelqu'un touche à son vrai frère, il n'hésite pas à lui péter les jambes. Iki. Ben oui, Iki du Phénix. Voilà. Non, je l'ai eu, c'est bon, il l'a pas dévoilé. Non, c'est bon, allez, Iki du Phénix. C'est Iki. J. Jean Grey. Non, c'est pas Jean Grey. Au départ, il est perçu comme le bon gars. Bien qu'il ne soit pas très agile, il décide de courir un marathon dans une ville qui prendra la place de Purgatoire. À la suite de son aventure, il se rendra compte qu'il est en faveur de l'euthanasie des malades. La ville lui renvoie sa culpabilité. C'est... Angie. Putain. Je sais pas. Non, vous l'avez pas ? Non. James Sunderland. Ah, putain, oui, d'accord. Oui, quand même. Il y en a qui auraient dû trouver quand même. Non, mais attends, tu me parles de marathon, je vois pas le rapport. Moi non plus. Vous avez vu combien on parcourt de pas dans Silent Hill ? Oui, on marche. Et le trophée, non, tu cours déjà. Et le trophée s'appelle un véritable marathonien. Ah ouais ? Je l'ai pas eu celui-là. D'accord. Moi, je les ai tous eus. Il faut que je m'y remette. K. Caca. Non. Milliardaire, toutes ses emmerdes commencent à la suite d'un pari qu'il a fait sur des tournois. Il se fait 1-3 solide par un vieux mec qui ne connaît même pas les règles du jeu. Bien qu'il ne soit jamais le meilleur, il reste le plus classe et possède le meilleur des monstres, le majestueux Blue Eyes. C'est Kaiba. Elle. Non. D'accord. Encore heureux. On sait jamais. Réprouvé par son père, il demande asile à des amis de la famille révolutionnaire. Il mène la révolution mieux que les autres, et ce pour 2 raisons. Il est hyper persuasif et il possède un robot géant. Malheureusement, le louche. Tout à fait, c'est le louche. Ah bah oui, mais... Je sais pas ce que c'est. C'est Code Geass. Code Geass. Pas vu. Oh bah oui, mais... C'est pas dans ma culture, je sais pas. C'est pas dans la mienne non plus, rassure-toi. Hein ? Vêtu de vert avant de faire Link. le café, son pouvoir consistait en M, Link. Tu n'as même pas annoncé la lettre, je sais plus où on était. Ouais, même Pardon. moi. Donc on est à M. Ouais. M.
Vêtu de vert, avant de faire le café, son pouvoir consistait à être hyper fort et super rapide. Grosso modo, il dispose du Kaioken. Mais c'est la version japonaise de Captain America qui lui a transmis cette technique. Plus connu grâce à son surnom qui deviendra son nom de héros, c'est... Mégaléopard ? Non. 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 J'ai Mechagodzilla, là. Tout de vert vêtu, avec un Kaioken. Un quoi? Non, ok. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est Izuku Midoriya de... Ah, c'est Midoriya de... Ouais, d'accord. De My Hero Academia. Ok, je connais pas. N. Il a suivi le Lapin Blanc pour devenir le nouveau Messie. La plupart... Néo. Oui. Ouais. O. Octopus. Non. Originalement, il part se faire chier dans un coin perdu pour surveiller un gamin qui viendra le voir bien plus tard. Yoda. Non. En haut. En haut. Je suis dyslexique. Cela fait très longtemps qu'il n'avait pas entendu ce nom, mais il se lance dans sa dernière aventure pour se faire ouvrir par l'un des méchants les plus... Obi-Wan Kenobi. C'est la réponse D. Obi-Wan Kenobi. D'accord. Tu vas pas me dire que tu sais pas qui est Obi-Wan Kenobi? De très loin. Ouais, mais si les références à Star Wars, c'est loin... Ah bah parce que Star Trek, c'est proche. C'est souvent le cas pour les mecs qui sont proches de Star Trek. P. On m'a connu au lycée, à la fac et beaucoup au chômage. Dans plusieurs mondes, on dit de moi que je suis le meilleur des super-héros. J'ai beaucoup de costumes et au fil de mes aventures, mais le plus emblématique est rouge et bleu. Pas d'embrouille, dans mon nom et de mon prénom commence par la même lettre. P. Ouais. Peter Parker. Peter Parker. Tout à fait. Peter Parker. On veut des photos de Spider-Man. C'est ça. Q. Elle est l'image de la femme forte et indépendante. Deuxième d'un groupe de super-héros, elle est l'une des seules à faire preuve de sens moral. Membre des 7, elle se rebellera par la suite contre leur sociopathe de leader. Semblable à Wonder Woman, bien qu'elle ne puisse pas voler, c'est... Wonder Woman. Wonder Woman, très bien, Kevin. Non? Je sais pas, moi j'ai des super-héros, moi. Je vois pas. La membre des 7, la femme des... Non? La Justice League? Non. Vas-y, balance. C'est Queen Maeve. Qui? Queen Maeve. Inconnu au bataillon. The Boys. C'est The Boys. The Boys. Ah, d'accord. Pas vu. R. Elle est la plus badass de toutes, inspirant des personnages comme Samus ou encore Gali. Elle se déplacera... Ripley. Et là, je te le vole. Elle se déplacera partout dans l'espace pour affronter des créatures dégueulasses. Et ce, même dans un mecha, peut-être une inspiration profonde d'un JDR en crowdfunding. Allez-y. Alors moi, je tiens à le dire. Elle prononcera cette phrase célèbre. Ne la touche pas, sale pute. Non, mais moi, je tiens à le dire. Hein, c'est pas si dégueulasse que ça. Si, c'est dégueulasse. Oui, on fait Sugger, mais après, c'est gentil mignon. Non. Un xénomorphe, c'est jamais gentil. D'ailleurs, petit hommage à Tanya Torrance, la voix française de Sigourney Weaver, qui nous a quitté le mois dernier. Oh putain. On va vraiment ouvrir une rubrique nécro. Putain. Oui, surtout que les médias l'ont pas annoncé, donc ça m'a saoulé. Oui. Ah merde, ouais. Bah oui, mais effectivement, j'étais pas au courant. Bon, allez. Sensei aux cheveux blancs avec un bandeau. On est à S, pardon. D'accord. Sensei aux cheveux blancs avec un bandeau, il possède un charisme proportionnel à sa force. Connu pour sa puissance hors norme, une question résume sa vie. C'est pas le mec de Jujutsu Kaisen, je sais plus comment. Si, c'est lui. Je sais pas comment il s'appelle. Satoru Gojo. Je sais pas de quoi on parle. C'est encore ah ouais, mais toi, t'as rien. C'est un manga. C'est un manga. C'est pas ma culture. Moi, manga, City Hunter, Full Metal. Après, ça n'existe pas. Bon, bah, le prochain quand même. Sangoku. Non. Sangohan. On est en T. Tenshinhan. Non plus. Freezer. Trisomique. Hop. On se calme. Vite de pèse. Bon, allez, le T. Il est le bras droit du leader de son groupe dont il jalouse la moto. Il sera alors kidnappé par le gouvernement. Tetsuo. Pardon ? Tetsuo. Non. Comment il s'appelle ? Tetsuo de oui. Akira. Tout à fait. U.
En même temps, elle est trop classe, la moto, c'est normal qu'il l'a déjà eu. Grave. En plus, là, la prochaine extension de Magic, il y a plein de références à Akira. C'est trop classe. Trop classe. U. Certains le qualifieront de dingo, de taré. D'autres diront que si on lui marche sur le pied, il vous crève un œil. Son mage le changera en son rival pour honorer sa femme, ce qui donnera naissance... Uther, Pendragon. Uther Pendragon. Ah oui. Alors, la référence à Camelot, oui, mais il faut savoir que Uther semblait manifestement être un bon roi quand même. Ouais. Oui. Ah mince, j'ai pas tout là. J'ai pas mon V. Ouais, c'est pas grave. J'ai eu un problème de V. De V. Bon, bah c'est pas grave. On sautera V. C'était quoi? C'était Virgile de Devil May Cry, mais c'est pas grave. Scientifique W. Scientifique d'une organisation de défense planétaire, il prendra part à de nombreux... William Birkin. Non. À de nombreux affrontements, servant à protéger ses alliés, il est un choix parfait contre les ninjas bondissants et autres voyageurs temporels. Willem Reinhardt. Non. Le Docteur Who. Non. Armé d'un canon à plasma, de propulseurs et d'un bouclier portatif, les gens l'appellent le singe. Quoi? Ah, c'est Winston. Winston. Qui? Le singe. Dans Overwatch. Je connais pas. Allez, celle-ci, tu l'as. Je compte sur toi. X. X-Men. Non. X de Clamp. Non. Xena la guerrière. Oui, Xena la guerrière. Et c'est une bonne réponse pour Yann. Ah oui, c'est une bonne réponse. En même temps... Je te la laisse, hein, je détestais cette série, vas-y. Moi aussi, j'en ai pas regardé un seul épisode. Je te la laisse quand même. Eh bah, Y. Oui. Yves. Non. On le voit toujours comme... Yves, 4. C'est ça. On a les bonnes références. On le voit toujours comme le fidèle compagnon du héros, mais cet enfoiré l'a toujours utilisé pour sauter plus haut ou comme bouclier. Alors qu'il a veillé sur lui quand il était bébé, sale ingrat. Yoda. Hein? Yoda. Non. Malheureusement, il est très bas sur la tier list de Smash, mais son côté glouton et sa mignonitude... Yoshi. Tout à fait, Yoshi. Et je te le vole. Bon bah ça... Z. Zoro. Non, c'est pas Zoro. Zelda. Non, c'est pas Zelda. Si, c'est Zoro. Non. Il est l'alter ego de la lettre L. Quoi? Ah, c'est bon, 0. 0. Donc l'alter ego de Lelouch, c'est 0. Ok, ça j'ai pas. Et j'ai gagné. En même temps... Je m'en veux pour James. Hein. Ah ouais, t'es nul. Moi aussi. Gros nul. Gros nul. Ah bah ça... Je m'en veux pour James. Ah bah oui, t'es un gros nul, hein. En même temps, tu parles de marathonien. Mais il y avait des indices. À part... Dis-moi que t'as pas couru dans toute cette ville. Parce que, genre, si toi t'as fait que marcher, moi j'ai couru. Hein. J'ai profité. Grave, il y a des panoramas exquis. Ah ouais, ça, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle que pour le platine et avoir toutes les fins, même sans le platine, pour avoir l'original toutes les fins, faut le faire 6 fois. Enfin, 6 fois. Donc c'est bon, faut courir un moment. Je suis sûr que t'as pas résolu la dernière énigme. Quelle énigme? Celle des photos. Non. Mais toi non plus. Toi non plus. Moi aussi, je l'ai résolu. Non, t'as regardé sur internet. Grave. Tu nous l'as dit la dernière fois. T'as un de Lascar là, mon gars. C'est l'heure des sorties JV. Les sorties JV. Et bébé. C'est comme le ciné. Alors, il y en a beaucoup. J'en ai sélectionné certaines. Alors, il y a beaucoup de jeux pas très connus. J'en ai sélectionné 22. Non. Par contre, ce qui me terrifie, c'est qu'il y a un nombre de remasters. Ah bah, c'est encore mal, hein. Oh putain. De remake ou de remaster? Remaster, parce qu'on va commencer le 16 janvier. Tomb Raider sort le 14 février. Donc c'est pas janvier. Donc je sais, mais déjà, il y a ça dans mon calendrier. Il y a Tomb Raider. Moi, dans mon calendrier, je rappelle par rapport à ça, en mars, Judas doit sortir. Et en avril, c'est Clair Obscur 33 qui va sortir. L'expédition 33 qui sortira, mais bon. Ok. Je vous renvoie à l'émission où j'ai fait mes jeux de hype de 2025. Tout à fait. Bref. Alors, 16 janvier, on va avoir Donkey Kong Country Return HD qui sort sur la Switch. Donc, c'est le Donkey Kong Return de 2020, oui, qui est sur Wii, qui sort sur la Switch. Non, il n'y a que le 1, c'est du foutage de gueule. Foutage de gueule. Ça reste un très très bon jeu. Donc, oui, mais je vous amène à le faire si vous n'avez pas eu l'occasion. Mais je sens On a besoin d'argent pour Metroid Prime 4. Ouais, et pour la Switch 2.
Le 17 janvier, on aura aussi Tales of Graces F remasterisé qui sortira sur toutes les bonnes popotes, dont la PS4, ce qui est assez marrant. Sur PC Sérieux, aussi. il sort sur PS4 Sur PC aussi, sur PC. De toute façon, les PCistes, vous allez être gâtés ce mois. Ouais, sur PS4 aussi, il sort. Ça, c'est plutôt pas mal. C'était chiant celui-là. Il était un peu chiant. Il a le meilleur gameplay de tous les Tales, je trouve. Mais tout le reste est pas terrible. Mais bon, si vous aimez un peu les histoires un peu niaises, très japaniaisantes, c'est pour vous. Sinon, passez votre chemin. Yes. 17 janvier aussi, on aura, là pour une fois, c'est pas un remaster, il y aura Dynasty Warrior Origin. Alors, si vous aimez les moussous, vous serez en terre inconnue. Par contre, il est en. Ça fait longtemps surtout. Ça fait très longtemps et c'est le premier Dynasty Warrior avec l'Unreal Engine 5. Il est très très beau. Et pour un moussou aussi beau, il n'y en a pas beaucoup. Donc si vous êtes fan du genre, allez-y. Le dernier vraiment bien, c'était Hyrule Warrior. Les Destiny Warrior, c'est connu et si t'aimes les moussous, c'est une excellente série. Donc, ouais, en plus. Non, il y en a eu des très mauvais. Hein. Il y en a eu des très mauvais, mais celui-là a l'air plutôt bien. Et puis il est next-gen, donc ça fait un Dynasty. C'est pas un remaster, c'est une suite. Ouais, voilà. C'est comme ils vont annoncer un nouvel Onimusha, très bien. Ils l'ont annoncé le nouvel Onimusha. Voilà. Ils ont annoncé le nouvel Onimusha, oui, tout à fait. Ensuite, ils ont mis Dino Crisis sur GOG. À défaut d'en faire un nouveau. Ouais, mais il est Dino Crisis, il est gratuit sur le PSN. Oui. Très bon jeu, Dino Crisis, allez-y. L'original. On va avoir Star Wars épisode 1 Jedi Power Battle qui va sortir le 23 janvier. C'est un espèce de... C'est toujours hier je sais pas, j'ai pas vérifié. C'est le remaster d'un jeu de 99 ? Non, pas du tout. C'est pire. Non, mais regardez-le, ça ressemble en fait au jeu Lego, mais pas avec des Lego. Merde. C'est une espèce d'aventure-action dans Star Wars. Avec des méga blocs. Ouais, non, les graphismes sont corrects, mais dans la caméra, dans tout, ça ressemble à Lego. Okay. Faites la saga Skywalker, c'est tout de suite mieux. Ouais, gardez, si vous êtes fan de Star Wars, un jour on l'aura, gardez votre argent pour le remaster de KOTOR. Gardez votre argent, en vrai. Je vous le dis comme ça. Ressuscite. Ouais, il travaille sur le remake, c'est même pas le remaster, c'est le remake de KOTOR. Ouais, ils sont en PLS. Celui-là, je lui mets la giga sauce quand il arrive, tout de suite. Ouais. Ou pas. Toi, de toute façon, il va y être chez toi, hein, cherche pas. Hein. Pourquoi ? Tu crois que ta chérie, elle va pas y toucher à KOTOR Remake ? Impossible. Impossible, gros. Bref. Tu iras t'occuper de tes enfants. On enchaîne. Ensuite, on va avoir la suite de Orc Must Die Death Trap qui va sortir le 28 juillet. Donc, Orc Must Die, c'est un tower defense. Il faut défoncer des orques. Ouais. Entre tower defense, jeu de rôle, jeu d'action à la 3e personne. Vraiment bien. Donc allez-y. Par contre, que PC Xbox. Plutôt bien. Et les PCI seront gâtés puisque 23 janvier, je vais réussir à y parler dans quasiment toutes les émissions. FF7 Rebirth sort sur PC. Messieurs, vous allez pouvoir y aller. Ils avaient promis de jamais le faire. Bien sûr que si, ils avaient dit qu'ils le feraient. Ah non, ils avaient dit dès le départ que ce serait une exclu PS5. Ah non, ils ont dit que ce serait une exclu PS5. Temporaire. 4 mois après l'annonce qui s'appelait FF7 Rebirth, ils avaient dit que ça serait une exclu temporaire. De toute façon, la version PC du précédent est horrible. Ah bah celle-ci a l'air vraiment bien. En termes de... De quoi ? Comment on appelle ça ? De config ? D'optimisation ? D'optimisation, c'est une horreur. Ah ouais ? Oh oui. C'est indigne de la plupart des jeux PC. Ah merde. Peut-être parce qu'à la base, c'est pas un jeu PC. Ouais. Comme ça, les PCistes, vous pourrez vous aussi criser sur les jeux de grenouilles à la con. Ouais, parce que bonne chance, Kero, hein, comme on dit. Ouais. Mais vous pourrez mettre la main sur un excellent JRPG. Ouais. Enfin, action RPG avec un des meilleurs gameplays. Et vous arrêterez de chouigner parce qu'il n'est pas sur PC. Et le dernier est aussi un jeu PS5 qui est sorti il y a plus d'1 an sur la PS et qu'il est très très bien et qu'on en a déjà parlé. Et franchement, profitez-en. C'est Marvel Spider-Man 2 qui sort enfin sur PC le 30 janvier. Ah ouais. Franchement, profitez-en. Ah oui, d'accord. Déjà, on en a parlé en début d'émission, mais Donald Renew est
exceptionnel dans son rôle de Spider-Man. Miles Morales aussi. Enfin, tout est très très bien dans le jeu. Pour avoir fait les 2 sur PC, les deux premiers, ils sont ultra bien optimisés pour le coup. Alors, moi, je les ai fait sur PS 4 et 5, du coup, puisque j'ai fait le Spider-Man sur PS5. Je refais d'ailleurs le Spider-Man sur PS5, qui est toujours aussi kiffant. Le seul bémol qu'il y a un peu sur le jeu, c'est, en fait, si tu as fait les 2 premiers, il est très, 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 très proche, quoi. Oui. Juste plus joli, quoi. Il perfectionne. Plus joli, il y a quelques features en plus, mais t'as pas grand-chose. Il perfectionne le truc. Ouais, il perfectionne. Je sais pas ce qu'ils vont faire pour le 3, parce que c'est... plus rien, là, ils ont juste à accoucher du 3. Le 3e, c'est Wolverine. Ouais, donc tout le monde s'en va les couilles. Non, ça va être cool, ça. Donc voilà, janvier, c'est pas fou, beaucoup de remaster, mais bon, voilà. On attend encore une fois le remaster de Tomb Raider le mois prochain. Non, tu attends. Non, mais il y a quand même un truc. Ils ont décidé de remasteriser l'Ange des Ténèbres. Oh putain, ils ont décidé de se péter la gueule et les dents sur la remasterisation de l'Ange des Ténèbres. Mais s'ils ont envie de se faire du mal, c'est leur problème. Et bien fait pour leur gueule. Je suis quand même très impatient de voir ce qu'ils ont pu faire avec ce truc, parce que à la sortie du jeu, il manquait des codes, manquait du code. Donc globalement, le visage de Lara Croft n'apparaissait pas tout le temps. Donc globalement, c'est un peu une honte ce jeu à la base. De toute façon, tu nous en feras le mois prochain. On en parle, tu nous en parles ? Si je le prends, oui. Tu vas le prendre. T'as l'air de le kiffer. Ça fait 2 fois, 3 fois que tu nous l'énonces. J'espère qu'il est pas trop cher. Oui, ça c'est toujours le problème du jeu vidéo, c'est cher. Pour du remaster, putain, super. Hein. Mais c'est un remaster. Il y a les 4 PS1, c'est ça ? Ça commence à la révélation finale. Ensuite, sur les traces de Lara Croft. Ouais. Donc là, le 4, le 5 et le 6, l'Ange des Ténèbres. Oh là là. Il y avait déjà eu le 1, 2, 3. Il y avait déjà eu le 1, 2, 3. Ouais, mais attends, tu prends 1, 2, 3, je veux bien. Jamais tu prends 4, 5, 6. Bah si, parce que c'est la révélation finale. On s'en bat les couilles. Ah non, c'est catastrophique. C'est le plus vendu, la révélation finale. C'est celui qui se passe en Égypte. Mais déjà que le 3 moi, déjà, j'aime pas particulièrement Tomb Raider. Mais le 1 et le 2, bon. Ah, t'es obligé, le 1 et 2, ils ont amené plein de trucs. Les jeux sont cool, ils marchent bien. Moi, j'ai commencé à aimer Tomb Raider avec le 4e. Hein. Alors moi, j'ai commencé à aimer Tomb Raider avec Tomb Raider Legend. Ça, oui. Non, ça, on pas est Tomb Raider Legend, c'était lequel ? C'est Legend. C'est Legend. Moi, j'ai commencé à aimer Tomb Raider. J'ai jamais aimé Tomb Raider. Ah, les derniers. Ah, moi, par contre, je suis hyper fan de la nouvelle bouture, ouais. Je les ai adorés. Je les ai surkiffés. Pas moi. Enfin, c'est du Uncharted-like, mais avec Lara Croft. Alors oui, c'est plus agréable à regarder que Nathan Drake. Oui, mais elle en prend plein la tronche dans le premier, il me semble. Ah bah moi, je trouvais que... Ouais, elle en prend plein la tronche dans les 3. Après, je trouvais que par rapport à Uncharted, un truc qui m'avait fait jouer au jeu, en vrai, c'est que les boutons étaient bien pensés. Uncharted, je trouve, c'est une catastrophe. C'était les guides Uncharted, hein. Ouais, mais même... Un bouton fait plein de trucs en même temps. Oui, c'est ça, donc... C'est comme Assassin's Creed, c'est ultra téléguidé. Ouais, voilà, or que, du coup... Tomb Raider, les derniers, le mapping était vachement bien. Ouais, donc en fait, tu perdais pas de plaisir de jeu parce que... T'appuyais tout le temps sur la même touche. Ouais. Et puis Uncharted, si t'étais pas au bon endroit, ton triangle, ça te faisait lâcher ton arme plutôt que te coller contre le mur. Enfin, c'était insupportable. Non, mais moi... Puis moi, tout ce qui est pilleur de tombes, enfin, excusez-moi, archéologue, ça me gonfle. Oui, il y a le nouvel Indiana Jones aussi qui est sorti le mois dernier. Ouais, sur Xbox, c'est lamentable, il paraît. Il plie en deux la plupart des PC d'actuel. Hein. C'est le nouveau Crysis pour nous. Hein. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Après, ça veut aussi dire que l'optimisation est en carton. Hein. Ah ouais, mais il bug de partout. Mais voilà, moi, que ce soit au cinéma, en jeu, le pire, pardon, encore une fois, excusez-moi, archéologue, ça me gonfle. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, j'en ai rien à foutre. Même si elle a des gros nichons ? Même si elle a des gros nichons. Pourtant, j'aime les nichons. Parce que Tia Carrère, oui, Sidney Fox. Sidney Fox, oui, j'avais bien compris. Non, mais ça m'intéresse pas, c'est chiant. Je trouve ça chiant tout court. On termine l'émission ? Non, on reste ici à vitam aeternam. Le boss final. Allez, le boss final, vous connaissez, c'est une longue question. On l'a dit, c'est Sylvain Lévy, le boss final. Ça, c'est le boss final des internets. Ah ouais, lui... Mais nous recherchons le nom d'un compositeur et pianiste. Rachmaninoff. Merci, au revoir. Mort à 39 ans. Chopin.
D'origine franco-polonaise, né en 1810 et mort en 1849, auteur de 21 nocturnes, 24 préludes, 17 valses, inspirant André Gide et servi de héros au RPG de Tricrescendo pour la 360 et la PS3. Eternal Sonata en 2007. Frédéric Chopin. Et parce que nous sommes quand même dans un monde de brut, un peu de musique pour finir. Bon, faut pas déconner. J'aime bien Chopin. Hein. Ouais, pareil, j'adore Chopin. Mais c'est une tarlouse quand même à côté de Beethoven. À la prochaine. Retrouvez l'intégrale de la Geek Nation sur SoundCloud et les meilleurs moments en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Podcast Addict. À la prochaine.